Bonjour à tous, c'est Captain Booyah dans Comics Outcast. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs... Stop, c'est pas toi. On n'y croit pas. Ok, on va appeler Quetrus tout de suite pour qu'il revienne jouer son rôle. Quetrus ? Ouais, je suis là. Ça va ? C'est sûr. Malade. Booyah! Oh! Complètement décalé. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 81e épisode de Comics Outcast, le podcast qui vous parle des comics parce qu'on aime ça et qu'en vrai, vous aussi. Voilà, aucun effort sur slogan. Mon copilote est à mes côtés, prêt à censurer les spoilers et les gros mots. C'est notre réalisateur Adrien. Oui. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, on va... peut faire un petit coucou à Quetrus qui n'est pas là, il a une petite semaine. Voilà, il est malade, mais on lui fait des bisous, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ils sont frais, eux, reposés, limite bronzés. Ce sont nos chroniqueurs. Il y a Zef. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va, Il était très dynamique ton bonsoir. Je sais, ouais, tu m'as surpris. T'as des petites lectures en ce moment? Et j'ai pas demandé à Adrien, oui, je rattrape 2 semaines de comics, donc j'ai pas mal de petites lectures. Là, j'ai enfin lu le dernier Walking Dead, donc je suis content. Voilà. Donc beaucoup de personnes parlent, j'ai l'impression. Avec nous aussi, il y a Nivrae. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Tu as des lectures en ce moment? Ouais, il y a le tome 2 de I Hate Fairyland qui vient de sortir en français. C'est vrai. Et du coup, je l'ai acheté et je peux qu'à le lire. Et ça va, c'est toujours aussi Violent Destroy. J'ai pas encore commencé le tome 2. D'accord. Je peux pas te demander, t'en es bien. Et toi, Adrien, t'as des petites lectures? Qu'est-ce que je lis en ce moment? À part Walking Dead, parce qu'il a déjà dit. Bah voilà, du coup non, je suis un peu à la masse là en ce moment là. Si, enfin c'est pas vraiment des comics. Je viens de rattraper mon retard sur Last Man, donc voilà, je suis enfin un jour sur Last Man. Oh, il parle manga. C'est pas vraiment un manga. Parce que c'est une BD franco-japonaise, comment dire? Il y a franco-belge et là c'est franco-japonais. C'est franco-franqué. Oui, je sais, mais d'inspiration. C'est pour le podcast LOL France. Je veux faire partie de ce podcast. Saison 4, épisode 2. Oui, voilà, je commence à compter comme ça. Non, et donc, cette semaine, contrairement aux précédentes, on a un programme plutôt sympathique pour vous. Des ados difficiles, des insectes qui sortent de tous les orifices, des fascistes et des génies torturés. Dans l'ordre, ça donne respectivement Teen Titans, Régression et Secret Weapons pour nos revues. Un focus sur l'event Marvel Comics qui s'appelle Secret Empire. Et enfin, un hors-label consacré à un des plus grands artistes comics, j'ai nommé Alan Moore. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Si vous avez des suggestions à faire ou si vous souhaitez donner votre avis, suivez-nous sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram @comicsoutcast. Et pour discuter avec les membres de Comics Outcast et les autres Outcastos, ça fait beaucoup de Outcast, mais c'est bien pour que ça rentre dans votre crâne. Direction Facebook et entrez donc dans le Booyah Comics Club. On vous laisse entrer avec 50 cents. C'est le prix des comics. Vous avez compris, vous l'avez. C'est parti, on continue. Dernière petite chose. C'est plus le cas depuis l'année dernière. Avant de commencer cette émission, un big up et un gros merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour venir faire un petit coucou et trinquer avec nous autres sous la pluie la semaine dernière lors de notre premier Bouillapéro. C'était trop cool et on a hâte d'en refaire un. C'est clair, c'était tellement bien. Le Bouillapéro parisien. J'étais pas là. Paris, parce que on a eu une déclinaison lyonnaise et d'une autre ville que je ne saurais nommer. Donc Nantes. on va dire que c'était Besançon. Ah, Reims. Ok, je sais pas. Reims. Non, je sais ça au hasard. Quand? Non, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Et ben c'est tout pour moi. Comics Outcast numéro 81. C'est parti. Oh, je suis pas prêt. Ah mais c'est pour ça que j'ai parlé doucement. Oh bah oui, Comics Outcast 81.1. C'est parti. Désolé, on commence avec les revues. On a choisi 3 titres et nous avons lu les 3 premiers chapitres pour pouvoir en parler ensemble. Le premier comics cette semaine, le thème, on va dire que c'est chiant d'être un ado quand son père est le meilleur détective du monde et que son grand-père est les plus grands criminels. On parle de Teen Titans et c'est avec toi, Zef, qu'on ouvre le bal. Ouais, alors en fait, je me suis rendu compte en préparant la chronique que c'était pas les 3 premiers, mais les 4 premiers finalement qu'il fallait lire, parce qu'il fallait lire le En fait, Rebirth a ce petit problème de faire un premier numéro Rebirth et un deuxième numéro 1. Donc voilà, Teen Titans, donc nouvelle mouture pour Rebirth de DC, donc pas vraiment nouvelle équipe parce qu'il y a des anciens, mais comme j'ai jamais lu Teen Titans, c'est la première fois que je me plongeais dedans, donc voilà. Donc le premier issue qui s'appelle Rebirth, donc il fallait lire pour essayer de comprendre le reste, pour essayer de comprendre que le 1 n'était pas le 1 mais le premier 1 et le second 1 était le deuxième mais en fait le premier de la série, vous avez compris à peu près. Donc on y retrouve
des futurs Teen Titans, entre autres Beast Boy qui se fait électrocuter dans une piscine alors qu'il essaye de draguer une nana en étant un requin géant. Starfire qui est assommé sur une plage, je sais plus où c'est, aux Caraïbes je crois, alors qu'elle voulait sauver un enfant d'un kidnapping. Kid Flash, le Wally West, mais pas Wally West qu'on connaît, mais celui de New 52 qui est en fait gamin. Je sais pas si vous suivez encore, qui se fait gazer pour tenter d'éviter un vol. Et on retrouve aussi Raven qui avait eu sa série apparemment, une petite série rapide juste avant, qui voit l'impression de débarquer son père, qui est un démon, et qui tombe sous le joug d'une seringue soporifique avec Damian Wayne, puisqu'on le voit à la fin, qui a capturé en fait ces 4 personnages. Voilà, ça c'est la fin du numéro 1 du premier numéro de Rebirth Teen Titans. Maintenant, quand on tombe sur le second numéro 1 du début de l'arc, qui s'appelle en fait, je crois que c'est Damian Knows Better ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Knows Best. Knows Best. Donc voilà, tout le monde se réveille. Damian est là avec son pote Goliath, qui est une espèce de monstre, chauve-souris géante trop stylé. On la kiffe, et c'est pour ceux qui ont lu Damian Son of Batman comprennent que c'est trop bien. Voilà, donc on les voit capturés, ils se réveillent, et en fait, d'abord le tout début de l'issues, en fait, on voit Damian qui souffle un gâteau d'anniversaire. Et il est tout seul, son père l'a abandonné, il est sur autre chose. Je crois que la justice l'a appelé pour faire quelque chose de mieux. Dick Grayson, Nightwings et ailleurs aussi. Bref, il est tout seul en train de fêter son anniversaire avec son pote Pennyworth. Et on voit sur le gâteau d'anniversaire qui a marqué 13 ans, donc 13 en anglais. Et comme on le sait, les teenagers, les adolescents commencent à être adolescents à partir des 13 ans. Vous l'avez ou pas, teen? Le jour avant, ça n'existe plus. Voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà, il se dit qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui. D'ailleurs, Pennyworth lui dit qu'est-ce que vous avez souhaité. Il dit je peux pas te le dire, sinon ça va pas se réaliser. Mais voyons, Maître Damian, on sait très bien que ce que vous voulez, vous l'avez. Oh, oh. Bref, et voilà, ce qu'il veut, c'est sa team à lui, comme son père. Il veut monter sa propre ligne, donc il capture ses coéquipiers, ce qui est normal, ouais. Pour prouver qu'il est meilleur qu'eux. Et il va monter la team de Teen Titans, et on se lance du coup sur un premier arc qui est un peu pas terrible, mais finalement, non, voilà, je vais m'expliquer. En fait, voilà, donc on retrouve Damian qui est au centre de l'intérêt de cet arc, puisque on va retrouver son passé qui va revenir le hanter avec la Ligue des Assassins, un personnage de la Ligue des Assassins que personne connaît, mais qu'on connaît un peu, qu'on va apprendre à connaître ici, qui est en fait une cousine éloignée qui aurait dû reprendre la Ligue des Assassins à sa place, blablabla. Un peu des daddy issues encore qui s'apparentent à de la merde finalement. Pourquoi moi, enfin, on me donne pas l'impression, mais j'ai adoré cette série. Je continue à la lire. C'est un peu dans le même état d'esprit que Super Sons, que j'avais chroniqué il y a un petit moment. En fait, on retrouve un côté adolescent, groupe d'adolescents qui ont tous des problèmes, mais qui sont ensemble parce qu'il faut faire une équipe, et on est tous potes, on est tous amis, on s'entraide quand on est amis, et qui vont avancer et faire des histoires. Malheureusement, c'est que le premier arc est moins intéressant parce qu'il est centré encore une fois sur Damian Wayne. Et bien qu'on puisse le kiffer parce que ça reste quand même un gamin badass, c'est quand même chiant en fait de suivre que ça et d'avoir des trust issues de non, je vous fais pas confiance parce que moi j'ai confiance en personne, j'ai confiance en moi-même, je suis le plus fort, vous êtes pas les plus forts, et ainsi de suite. Et voilà, on sent la fin du premier arc qui arrive dans le sens du en fait l'équipe et les amis sont toujours plus fortes que tout. Voilà. Sans trop spoiler, voilà, le premier arc fini comme on peut le penser, mais la suite devient ultra intéressante. C'est pour ça que je pousse un petit peu tout de suite à continuer à lire cette série. La suite en fait va faire un gros crossover entre Teen Titans, donc l'équipe de Nightwing, et Deathstroke, donc la série DC Deathstroke. On va faire un gros crossover là-dessus, un gros crossover là-dessus, qui vont amener énormément de conséquences par la suite pour les Teen Titans, pour les Titans et pour Deathstroke, puisqu'une nouvelle série en découle derrière. Donc voilà, c'est une série qui moi m'a beaucoup plu quand même, parce qu'elle est quand même cool, elle est un peu légère, pas énormément profonde en termes de profondeur de personnage. On n'apprend pas des choses spectaculaire, en tout cas sur le premier arc. Au niveau dessin, je trouve que ça tabasse bien. J'ai pas donné les auteurs parce qu'on les connaît pas ou peu. Au scénario, on retrouve Benjamin Percy, qui est surtout à la base un écrivain de vrais bouquins, cette fois de novel, comme on dit en anglais, qui a fait quelques petits trucs pour DC un peu avant. Et au dessin, on retrouve John Boy Meyer, qui est assez peu connu aussi finalement. Donc c'est un peu une nouvelle, enfin je vais pas dire une nouvelle team, mais voilà, des auteurs peu connus qui se lancent dans une série qui est quand même assez centrale pour la suite de DC, ouais. Voilà, dans tout l'univers un peu teen de DC. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment en lisant ça, et je suis assez
encore une fois, c'est que Damian Wayne qui m'a fait lancer cette série. Comme je disais, j'ai jamais lu Teen Titans à la base. Le côté un peu trop ado, un peu trop léger, qui faisait pas trop kiffer. Et là, j'apprends à apprécier en fait un peu ce ton un peu léger, un peu adulte de temps en temps. Et là, l'espèce de semi-comparaison entre la Justice League du papa et voilà la team que Damian Wayne essaye de monter. Toi, Hélène, est-ce que toi, t'étais déjà familière des Teen Titans? Alors, je suis familière juste du film d'animation qu'on avait regardé la dernière fois. Avec le DDR. Que j'avais pas aimé du tout. Donc, quand j'ai vu Teen Titans, j'ai fait, c'est pas grave, peut-être que c'est mieux à lire. Et j'ai reconnu les personnages, du coup, maintenant je les connais. Et j'aime pas, en fait, Damian. Il m'énerve. Il est agaçant, c'est un ado relou. Ouais, il est hyper agaçant, mais du coup, je trouve qu'il fait que des choses qu'on a déjà vues. Enfin, c'est celui qui fait sa crise d'adolescence tout le temps, d'être moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort, et son côté comment dire, vouloir être le chef de l'équipe et forcer les autres. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ce genre de personnage. Une attitude un peu, qui donne envie de mettre des claques. C'est ça. T'as envie de le frapper un peu tout le temps. Et c'est vrai que là, sur les 3 issues, il est juste énervant tout le long. Et tu dis juste, il y a pas un moment où il veut juste se calmer, et être normal et aller se battre avec les autres pour de vrai. En équipe, quoi. Ouais. Voilà, en équipe. Par contre, ce que j'ai un peu plus aimé, c'est qu'on voit d'où il vient. On a quelques informations, entre autres sur sa mère, son grand-père. Donc on commence à avoir des informations là-dessus. Donc ça, je pense que c'est une partie qui est intéressante à l'histoire. Mais sur les 3 premières issues, c'est tout petit, et c'est le reste qui est beaucoup trop gros. Son histoire de je kidnappe tous mes potes pour faire une équipe. Alors pour celles et ceux qui savent pas, est-ce que tu peux faire un tout mini topo sur qui sont qui sont le père, la mère et le grand-père de Damian Wayne? Son papa, c'est facile. Voilà. Hein. Il a des petites oreilles. Il est habillé tout en noir. C'est ça. L'homme chat. Sa maman, c'est Talia. Donc, la fille de Ra's al Ghul. C'est ça. Et donc, son grand-père, Ra's al Ghul, le grand méchant de la Ligue des... Comment dire? La Ligue des Assassins. La Ligue des Assassins. Et donc, forcément, lui a passé un peu de temps là-bas. Ouais. Et donc, on l'apprend dans les premières issues. Il nous en parle... Dans la 3e, si je me souviens bien, on commence à voir où les autres commencent à découvrir que Damian, il a peut-être des petits secrets quand même. Des trucs à cacher, voilà. Des choses à cacher. Ouais, effectivement, si on connaît pas du tout Damian Wayne, on n'a pas suivi sa façon d'entrer dans l'univers d'ici, ça peut être un peu troublant et un peu bizarre de voir un gamin qui se la pète tout le temps, qui cherche toujours les faiblesses des gens, comme son père, pour essayer de les battre avant tout, et de montrer qu'il est meilleur. C'est un peu redondant. En fait, c'est peut-être un peu gênant si on connaît pas du tout le personnage d'apprendre ça là-dedans, parce que finalement c'est un peu survolé son côté Ligue des Assassins, mais et c'est peut-être aussi gênant si on connaît trop le personnage, parce que c'est redondant de ouf en fait. Ok, il fait partie de la Ligue des Assassins, ok, c'est ton grand méchant, ok, ils veulent se venger. Enfin, c'est téléphoné de ouf. C'est pour ça que je disais, scénaristiquement, les premiers numéros sont pas foufou en fait. C'est pas super intéressant. On s'attend vraiment à ce qui va se passer. C'est téléphoné dans tous les sens, donc je peux comprendre qu'on n'accroche pas en fait sur le début de la série. Moi, je pousse vraiment à essayer de lire la suite parce que voilà, il y a de nouveaux, en gros guillemets, nouveaux personnages qui apparaissent, et des nouvelles conséquences qui vont avoir. Et franchement, tout le crossover Titans Deathstroke, il est super. Enfin, il est intéressant si on suit les 3 séries, ça amène des trucs cool, et voilà, les personnages deviennent super intéressants et un peu profonds. Tu parlais de pousser, là c'est vrai qu'au début, vous avez l'habitude, vous auditeurs de Questos, vous avez, pardon, excuse-moi, Zef, tu parlais de pousser parce que la série en fait a commencé en 2016, ouais, et qu'elle continue maintenant, donc c'est-à-dire que là il y a plus que 3 chapitres que vous pouvez lire. Oui, on est en 11e ou 12e, voilà, donc si ça je pas de bêtises, continue, ouais. Voilà, il y a peut-être des choses à sauver après. Enfin, je pense que tu me confirmes parce que tu continues. Enfin, voilà, si on kiffe toute la série Teen Titans et Deathstroke, le crossover en fait amène des trucs. Là sur l'arc actuel, on voit des personnages et des vilains, des super vilains qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et qui prennent du coup une dimension assez épique en fait. Encore une fois, on comprend un peu plus qui sont. Il y a des trucs qui sont cool, et surtout ils ont une tonalité vraiment méchante. Enfin, je vais pas spoiler qui c'est, mais moi par exemple ce vilain-là, quand je le voyais avant, je disais mais c'est de la merde ce mec en fait. Pourquoi ils l'ont inventé? Et en fait là, il prend une dimension assez cool, donc ça peut être intéressant. Adrien? Justement, en parlant de tonalité, en fait, je me suis demandé à qui ça s'adressait exactement, parce que si tu dis qu'il y a un crossover avec Deathstroke, on peut s'imaginer que c'est quand même plutôt très adulte, donc même si c'est une bande d'ados, enfin de jeunes ados,
c'est peut-être pas vraiment une lecture enfant, alors, en tout cas. C'est ça qui est marrant en fait, c'est qu'il y a 2 tons qui sont donnés sur les arcs, je vais dire. Le premier arc est un peu ado moyen parce que c'est assez simple finalement, même si c'est un peu sanglant, il y a un peu de sang, il y a des morts, oui. Voilà, la suite en fait, il y a le crossover qui arrive, donc qui se dispatche sur 3 séries différentes, donc il y a pas énormément de numéros finalement dans Teen Titans. Il y a un spécial annuel et tout. Et la suite, en fait, on y retrouve le comparse de Damian Wayne dans Super Sons, qui vient en fait, qui fait une apparition et ça devient ultra léger et marrant en fait. Donc on retrouve le côté ado fun. Ouais, je voulais te demander justement en fait la comparaison un peu avec Super Sons, voir est-ce que c'est à ton avis la même cible? C'est un peu la même cible, mais pas aussi fun. Super Sons, comme je disais, c'est marrant du début à la fin, c'est cool. On a envie de lire les conneries qu'ils font. Là, on n'a pas envie. C'est pas exactement la même chose. Il y a une histoire qui se construit. Il y a quelque chose qui peut être amené à long terme avec des conséquences vraiment un peu plus loin. Mais on n'est pas vraiment sur le même thème. Mais il y a ce côté apparition de son comparse qui est assez fun, qui amène un côté léger sur 2-3 numéros et qui retrouve. Enfin, je sais pas si c'est pas Tomasi qui a fait ces numéros-là peut-être. Et du coup, voilà, on retrouve un peu cette patte super marrante des gamins qui font que des conneries avec les Teen Titans dedans, quoi. C'est chez DC, bien sûr. On en est à 11-12 numéros. Ça continue. Et on va continuer l'émission avec la deuxième revue. Il s'agit d'un comics de chez Image qui s'appelle Régression. Vie antérieure et délicieux insectes, c'est Nivray qui déguste. Tout à fait. Petit disclaimer pour les gens, si déjà vous tournez la tête dans Koh-Lanta quand les gens mangent des insectes, ce comics n'est pas fait pour vous. Voilà. Oui. C'est ça. Donc Régression, donc Image Comics, j'ai l'impression que je ne chronique que du Image, mais c'est pas grave. Parce que tout le monde dit qu'il y a quelques émissions. Le premier numéro est sorti en mai de cette année, et là ils en sont actuellement au 4e, et c'est pas encore fini. Malheureusement. Donc c'est Cullen Bunn qui écrit ça, et si vous avez écouté le dernier numéro, ça doit vous dire quelque chose, parce que vous n'avez pas aimé Monster Unleashed, qui a été chroniqué la semaine dernière. Pas trop. C'était très mitigé quand même. C'est de la merde. Donc Monster Unleashed, il a aussi travaillé sur Arrow County. Oui. C'est un grand ami de Ben. Voilà, un grand ami de Ben. Côté dessin, on retrouve Danny Leckers, qui est presque inconnu. Il a travaillé sur la série Hunted, mais à part ça, il n'a pas fait grand-chose. Et Mary Enger à la couleur. C'est ça. Donc elle a travaillé sur Two Sisters et j'avais mis Pistol Whip. Donc régression, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, juste sur le principe, la régression, c'est quelque chose dont on entend parler quand on parle de mentalisme, d'hypnose. Le principe de la régression, c'est de te faire rentrer dans tes souvenirs intérieurs de toi et de remonter tellement loin que tu remontes à tes vies antérieures. D'accord. Donc c'est de la parapsychologie. C'est ça. D'où sort ce sujet? En fait, simplement que l'auteur, Cullen Bunn, c'est un fils d'eux. Donc son papa est mentaliste, il fait de l'hypnose et il est spécialisé dans la régression. Ok, et donc c'est pas juste un sujet qui l'intéressait, c'est quelque chose qu'il a... Exactement, c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il a vu, en fait, il en parle. J'ai lu du coup des interviews parce que ça m'a intéressé, il en parle parce que il a vécu ces scènes, il a vu ces gens plonger dans leur vie antérieure et du coup, c'est pour ça qu'il a décidé d'écrire là-dessus. D'accord, eh ben... Donc pour l'histoire, c'est Adrian, pardon. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Avec Adrian, personnage principal, qui fait des rêves un peu étranges. Un peu. Alors c'est pas forcément que des rêves, parce que ça se passe aussi dans sa vraie vie, des sortes d'hallucinations où il voit des corps en décomposition, plein d'insectes. Donc on le voit au départ, il a un barbecue avec des amis et dès que les gens se retournent, lui parlent, il y a des insectes qui sortent un peu partout. Enfin, c'est dégueulasse et c'est un peu gênant pour lui, pour sa vie de tous les jours. Et du coup, il y a une de ses copines, Molly, super bonne pote, qui lui dit viens, je te propose, tu vas aller voir mon pote Sid. Il est hypnotiseur et il va peut-être pouvoir t'aider à savoir d'où vient ce problème, si c'est pas un traumatisme de l'enfance. Et donc il débarque à une super séance d'hypnose avec ce Sid sur scène qui fait tout ce qu'on voit à la télé quand il y a Mesmer ou comme ça là, qui vient hypnotiser les gens et qui leur dit maintenant quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas penser que tu es tout nu et tu vas vouloir te cacher. Et voilà. Donc lui, il assiste à ça. Comment ce mec peut m'aider? Mais bon, il y reste jusqu'au bout. Et donc, du coup, ce gars, lui, fait une régression. Il lui propose de plonger dans ses souvenirs et d'essayer de retrouver d'où vient ce problème avec les insectes, on va dire.
et cette espèce de personnage qu'on entreaperçoit dans les premières images du comics. Et cette régression se déroule, ça s'interrompt. Lui, il a eu quelques flashs d'images. Il y a plein de choses qui lui sont remontées, mais il n'y a pas de logique apparente. Il rentre chez lui et il se dit que bon, il le recontactera peut-être quoi, si jamais c'est un effet ou quelque chose. Et il va se passer beaucoup de choses derrière ça. Il va se passer des meurtres. Il va se passer des enquêtes policières. Il va y avoir une équipe de police qui va intervenir là-dessus. Lui, il va perdre la tête de plus en plus. Dire que cette régression ne lui a pas forcément fait du bien du tout. Non. Et on va découvrir d'autres personnages un peu mystérieux, un peu mystiques, dont une femme, où on ne sait pas trop quand on arrive à l'issue 3 exactement qui elle est. Et au départ, elle apparaît comme dans des rêves, et puis après, elle commence à s'incruster dans sa vie normale. Ouais. Et on ne sait pas vraiment qui elle est. Il y a un autre personnage, tout nu. Il est tout nu, avec un poignard qui est pas très rassurant. Et tout un côté mystique où on est complètement paumé parce qu'on essaye de comprendre d'où ça vient tout ça et jusqu'à la 3e issue, on a 0 explication. Ouais, c'est très... Mais c'est intéressant parce qu'on sent qu'il a construit quelque chose derrière. Mais c'est vrai qu'arrive à la 3e issue, on sait pas vraiment ce que c'est. C'est très bizarre. En fait, on a l'impression qu'il lance quand même pas mal de pistes sur justement qu'est-ce qui serait fantastique, qu'est-ce qui serait de la régression, qu'est-ce qui serait des choses tangibles. Mais en même temps, quand on voit les scènes s'enchaîner, on sait rien, parce qu'il y a des morts physiques, il y a des gens qui sont vraiment blessés, il y a des insectes qui sont physiquement là, il y a des insectes qui sont dans des visions. C'est ça. Il y a des moments où on est un peu perdu à savoir ce qui existe réellement et ce qui n'existe pas, ce qui est vraiment dans sa tête. Il y a des moments où on a des doutes, on voit des insectes, puis après tu le revois sur une scène de crime et tu dis en fait il était vrai celui-là. Ouais. Et c'est pareil, il y a ces images de vie passée où au départ on peut pas trop les situer côté époque, et puis il y a quelques scènes où on se dit quand même ça a l'air d'être une vie passée, ou alors il a vu beaucoup de films d'époque. Ouais, parce que quand tu vois les bâtiments, tu vois clairement que c'est ça. C'est beaucoup plus construit ces derniers rêves. Zef. Ouais. La peur des insectes, toi, ou non, pas spécialement. Non, je sais cafard. Notez-le bien. J'ai kiffé ma race de ouf, ce petit comics, et j'ai tellement hâte de voir la suite. Comment dire, c'est intelligent. C'est un comics que Adrien ne va pas aimer parce qu'on n'apprend rien dans les issues. Je plaisante. Non, c'est trop bien. J'ai pas paraphrasé, mais voilà, tout est excellent en termes d'histoire. La façon dont les personnages sont mis en place, c'est ultra simple. Sa pote, en fait, elle devient ultra importante en 2 lignes. La façon dont elle essaie d'amener une solution. En fait, il y a rien qui traîne en longueur. Je t'amène une solution, viens voir mon pote hypnotiseur. Boum, la page après on y est, il se passe la régression, il y a un autre truc qui se passe. La nuit se passe, il s'est passé un autre truc, un meurtre est arrivé, machin et tout. Ça devient ésotérique parce qu'il y a des formes ésotériques qui apparaissent sur les corps. Elle a très confiance en lui, cette pote. Elle l'aime beaucoup, clairement. Elle l'aime beaucoup. Il y a des morts qui s'enchaînent et en fait ça pourrait être un très très bon scénario de jeu de rôle, et j'ai kiffé de ouf pour ça surtout. Ça pourrait être un très bon Cthulhu, je pense. Je sais pas, c'est prenant. Les dessins sont un peu zarbes, mais on accroche très facilement. La mise en couleur est complètement malboule parce que la moindre couleur te donne le ton, en fait. Quand en fait t'as l'impression de voir d'avoir sa vision quand il est dans la vie réelle, parce que les couleurs sont très claires. T'as chaque case est très lumineuse ou en tout cas normale, on va dire. Et quand t'as l'impression qu'il rêve ou fantasme ou qu'il est dans son cauchemar, t'as une espèce de couche un peu je vais pas dire sanglante parce que c'est pas du sang, mais c'est un espèce de verre visqueux qui est posé sur les cases comme si c'était du sang d'insecte un peu crado. Et en fait t'as ça qui se met dessus, t'as la peau qui devient un peu moite des personnages, t'as un côté vachement crado en fait qui se rajoute, mais pas crado comme ça pourrait être sur certains comics où c'est vraiment des je sais plus, j'ai un comics en tête, mais j'ai plus le truc de Cannibal. C'est Cannibal, je crois, d'ailleurs. Ou un truc comme ça, où t'avais voilà, des taches de sang, enfin, des taches de gras sur les t-shirts. C'est pas ça, c'est juste la couleur qui te donne cette image-là. Et c'est pour ça que la mise en couleur est complètement maboule. Le reste de l'histoire
te donne l'impression d'avancer tout le temps, mais finalement te plonge dans le mystère en permanence. Moi, j'ai kiffé de ouf. C'est censé être une mini-série ou est-ce que non, aujourd'hui c'est annoncé comme un truc. Il y a pas d'infos en fait sur une fin ou sur un nombre d'issues pour l'instant. D'accord. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. C'est assez mystérieux. Image-like. Mais après, si on regarde ce que Cullen Bunn fait, j'imagine qu'il doit pas forcément avoir le temps de le sortir aussi fréquemment que les autres trucs. 1 million de trucs en même temps. Effectivement, là, il y a déjà un mois de retard. Enfin, si on a bien commencé en mai, il manque au moins un numéro. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit un truc qui dure plus longtemps parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont posées. Il y a très peu de personnages en fait. Je pense qu'il s'est concentré là-dessus. Il s'est dit bon, on va prendre j'allais dire des antagonistes, c'est pas des antagonistes, c'est juste des gens d'outre-ailleurs, on va dire. La police et les deux personnages principaux, on va dire, les deux humains. En setup, en fait, ça me fait un peu penser quand vous en parlez à Outcast, en fait, où tu vois très peu de personnages, une ambiance un peu poisse, etc. Mais par contre, dans le preview, moi, que j'avais vu, je sais plus à la fin de quel comic j'avais vu quelques pages, en fait, peut-être Walking Dead ou un truc comme ça. Enfin, ça s'assimilerait bien, je pense. C'est vrai que graphiquement, faut jeter un œil, quoi, quand même, parce que c'est assez fou. Je suis pas sûr que ça soit très simple à lire. Enfin, moi, j'ai pas fait l'expérience, du coup, de lire un chapitre entier, mais ça se lit tout seul. Ouais, ça se lit vraiment tout seul. J'avais peur que ça soit le genre de truc un peu indigeste. Ah non, vraiment pas. Ah non, mais en plus même les bulles sont pas fat, c'est-à-dire il y a pas énormément de texte, mais ça va à l'essentiel en permanence en fait. C'est fou. Enfin, je sais pas, moi j'ai été ultra surpris de voir que j'enchaînais les issues facilement en fait en me disant mais putain vas-y donne-moi la suite direct, bam bam bam, ça enchaîne et en fait t'es frustré d'arriver à la fin d'un coup, putain mais vas-y il me faut la suite là, c'est quoi cette histoire de Hive, c'est quoi les enfin on n'a pas parlé trop des insectes mais t'en as tout le temps. Ouais. T'as tout le temps un truc. Le mec se réveille, se brosse les dents. Il a une sauterelle coincée dans la. Pas une petite, hein. Putain, c'est vraiment des trucs. Putain, c'est hardcore de ouf en fait. Et ça te donne ce putain de malaise quoi. Et je veux juste revenir sur toi, Adrien. Tu disais Outcast. Outcast, je trouve que c'est crade tout le temps. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de phénomène surnaturel, c'est la ville qui est crade, c'est les gens qui sont crades, tout ça. Dans celui-ci, les gens ils ont des activités normales. Oui, c'est ça, tout est normal, mis à part lui dans sa tête. Voilà. Et les premiers meurtres qui commencent à arriver qui sont très chelous. Mais le reste, tout va bien quoi. Et le truc qui est marrant, c'est que, dans la fiction en général, tout ce qui est visuel, audiovisuel, quand quelque chose de négatif arrive, c'est souvent gris, sombre, ce genre de choses. Et ben là, et ça arrive de nuit. Et ben là, toutes les hallucinations qu'il a, il est dans un barbecue en journée avec des gens tout à fait ordinaires. Il est pas tout seul dans une allée où justement il est le seul à vivre une hallucination. Là, il est seul à la vivre toujours, mais il est entouré de gens de confiance, d'amis, tout ça. Et il fait jour. Il est au milieu de sa journée. Ça lui arrive au travail aussi. Il y a une scène horrible avec son boss justement où il y a des conséquences à la régression qui reviennent, qui ressurgissent purement et simplement. Ah oui. Et c'est ça qui est plus inquiétant encore que le fait qu'un truc horrifique se passe la nuit. Là, c'est justement le truc, ça peut arriver n'importe quand, ça peut le surprendre. Et c'est nous aussi lecteurs, on commence à se demander qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que le fait d'avoir vu un insecte, c'est pour montrer que les hallucinations, en fait, c'est pas des hallucinations, c'est vraiment des choses qui ont lieu, ou est-ce que c'est juste pour illustrer, décorer et donner une ambiance bien crado, tout en gardant la lumière et les belles couleurs, parce que les couleurs elles sont ouf, dans ce comics. C'est très étrange, mais voilà, ça c'est un truc, plongez-vous dedans, sauf si vous avez une petite aversion de ces petites bébêtes, mais franchement c'est très curieux. Voilà, je pense que c'est ça, oui. C'est curieux, et pour les 3 premières issues, ça met en place pas mal de choses et t'as vraiment envie d'avoir la suite. 3e comics cette semaine, il s'agit de Secret Weapons de la maison Valiant, dont on parle pas assez, il faudrait qu'on en fasse plus. C'est sorti en juin 2017, ça a été écrit par Eric Heiserer et illustré par Raoul Allen et Patricia Martin. Et c'est à la base que Trus qui devait en parler, mais voilà. Donc notre réalisateur Adrien et chroniqueur à temps partiel aujourd'hui a bien voulu prendre de son temps pour lire le premier, et on va discuter ensemble de ça tous les 4. Alors faut prendre ça comme un exercice de style, puisque ça j'ai eu à peu près 30 minutes pour lire le premier chapitre et puis écrire un petit bidule. Donc alors ce qu'il faut noter, parce que c'est quand même assez rigolo, c'est que Eric Heiserer, c'est le scénariste cinéma de Arrival, voilà plutôt. Okay, ouais. Vous voyez de truc avec Emily Blunt. Pas vu. Et voilà, c'est plutôt chouette. Alors comment je raconterais ça ? En gros,
le gouvernement envoie Amanda McKee, alias Livewire, qui est une technopathe qu'on a déjà vue dans les comics Unity et XO Manowar. Alors une technopathe, c'est pas une nouvelle genre c'est ni un courant musical qui se baserait par exemple sur des féculents. Je la voyais venir, mais je suis pas sûr. Je me dis, est-ce qu'il va faire ? C'est quelqu'un qui contrôle les technologies, qui contrôle les pattes. Non, et donc elle est envoyée sur les lieux d'une véritable boucherie. N'entrez pas là-dedans, c'est une boucherie, dans une base secrète. Qui était auparavant dirigée par Toyo Harada, qui n'est ni plus ni moins que le télépathe le plus puissant du monde. Alors télépathe, c'est pas non plus une chaîne sur le féculent. Et lui, c'était son mentor en fait. Et visiblement, elle découvre beaucoup de choses. Bref, ça commence. On voit quelqu'un qui fait des expériences un peu bizarres sur des gens. Ça zappe très très vite. On voit une meuf qui contrôle les pigeons. Enfin, elle arrive à parler aux oiseaux. Elle est donc oiseau-patte. C'est l'affaire. Non, il y a un mot, j'ai oublié, mais ouais. Et voilà. Et puis donc on repasse sur cette histoire de Amanda McKee, Livewire, pas LimeWire, qui était un logiciel de téléchargement. Et donc elle arrive dans cette base secrète. On apprend que c'était la base de Toyo Harada qu'il faisait effectivement des expériences sur ce qu'on appelle des psiotes. Les psiotes, c'est un terme qui existe. Qui sont des sortes de mutants. Et que il y a donc il y a eu un massacre ici. On sait qu'il manque des gens. On ne sait pas s'ils ont été enlevés, capturés ou s'ils se sont échappés. Et là, par une magnifique galipette scénaristique, puisqu'elle est technopathe, Livewire va pouvoir sentir les technologies dans la pièce et elle va pouvoir déclencher un hologramme. La tête genre, quand il a fait ça. Genre, je sens un hologramme. Coup de bol, c'est un hologramme qui raconte tout le scénario. C'est Jem qui arrive. Voilà. Et donc, en fait, c'est Toyo Harada qui dit, oui, bon, ben voilà, alors moi je faisais des expériences sur les gens, et puis bon, ben maintenant j'ai trouvé les plus cool, les plus nuls, maintenant je m'en fous, donc je me barre. Et donc, on comprend qu'il y a eu un leak de ces emails qui a en fait exposé tous ces mutants aux yeux du monde, et que donc il y a eu vendetta, et donc dans la ville se sont échappés quelques-uns d'entre eux, et donc on découvrira en premier lieu une petite donc qui s'appelle Nikki, qui contrôle les pigeons. Alors qui parle aux pigeons. Qui parle aux oiseaux. Oui, mais elle peut leur dire. Elle est ornipathe. Elle vient ornipathe. C'est le même mot. Elle dit ouais, viens, tu peux m'aider à faire des trucs, enfin tu vois. Oui, parce que les oiseaux sont super sympas, et quand tu leur demandes de faire des choses, voilà, c'est ça. En fait, il suffit de leur parler pour les commander. Ah, logique. C'est évident. Et elle fait des attaques à base de caca d'oiseau. Voilà. Exactement. Alors c'est pas un caca, c'est un yaourt. Elle balance un yaourt. Pour faire croire aux gens. Pour croire que c'est du caca d'oiseau. Et elle va se faire pourchasser. Enfin, elle va se retrouver plus ou moins embarquée dans une course-poursuite contre un espèce de robot, un monstre robot. Oui, c'est ça. Un robot organique, on va dire. Un truc un peu comme ça, qui s'appelle Rex-O, qui était après un gars qui s'appelle Martin et qui a un pouvoir un peu nul, puisqu'il il allume des trucs. J'allais dire, c'est quand même la bande de losers, quoi. Mais c'est que les losers, en fait. C'est vraiment que les seconds couteaux qui restent. C'est bien. Et donc, lui, il arrive à allumer une batte de baseball, mais bon, ça sert à rien. Il rend les objets phosphorescents. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, il y a donc Nikki, avec ses pigeons qui arrivent et qui arrivent à plus ou moins le sauver. Et puis après, elle se fait prendre en chasse. Et là, elle croise le chemin d'un mec qui s'appelle Owen Shaw. Et lui, il a un autre pouvoir un peu nul. Il peut summon des trucs en gros entre ses mains, c'est ça? Ouais, mais il sait jamais trop quoi en fait. Il peut les faire incarner, mais il sait pas quand et il sait pas quoi. Voilà. Il sait que ça vient. Il fait popper des trucs. C'est ça. Et donc course poursuite, etc. Et heureusement, ils vont être sauvés en Deus Ex Machina par Livewire, qui en contrôlant en fait un petit peu les lampadaires, les éléments électriques, enfin tout ce qui entoure la signalétique de la ville, va réussir à les faire se rencontrer et les faire s'échapper. Ils vont un petit peu se bagarrer tout ça, et
Et en gros, ce tome 1 s'arrête là. En gros, voilà, Livewire, la technopathe qui va se retourner contre son mentor, est pas très contente de savoir que son ancien mentor lui a caché plein de trucs et en fait faisait de l'élevage de mentor, de c'est très clair. Vous voyez ce que c'est que de bien préparer une chronique de mutants et avait laissé tous les mutants moisis sur le trottoir, quoi. Et ben. J'ai trouvé ça assez dynamique, je trouvais ça assez joli, original. Moi, ça m'a fait rire par moments quand même. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Je trouvais qu'il y avait des textures assez sympas. Justement, c'était assez lisible. Mais j'ai la sensation que mes petits amis qui ont lu 2 issues de plus que moi sont pas d'accord avec moi. Alors du coup, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans ces 2 issues suivantes parce que moi, cette intro m'a vraiment hypé en fait. Zef, on va commencer. Alors, ce qui va se passer après, c'est de mémoire parce que j'ai survolé vraiment la suite. Bon, je trouve ça pas terrible. De mémoire, la course poursuite continue. En fait, le super robot Rose se fait défoncer. Il revient parce que c'est un espèce de Terminator finalement. On retombe sur un super héros moisi qui a le pouvoir de se changer en pierre. Oui. Quand il veut. Et du coup, à chaque fois qu'il prend un coup, il se change en pierre et il redevient normal juste après. Sauf qu'il peut pas bouger quand il est en pierre, oui, c'est logique. C'est une statue. Et donc voilà. Et en fait, je trouvais ça le pouvoir super cool, mais super chiant. En fait. Oui, bah oui. Donc voilà, il y a ça. Ils s'échappent tous. Ils sont sauvés donc encore une fois par la technopathe. Et ils découvrent que le grand méchant, c'est un espèce d'étudiant. C'est ça, non? C'est un étudiant en je sais plus quoi, qui en fait contrôle ce robot, lui donne des pouvoirs. Et là où ça s'arrête de mémoire, il dit je vais te rendre encore plus fort, plus personne pourra t'arrêter. C'est ça. Ça tournait un peu en boucle hein, pour moi. En fait, j'ai un tout petit problème avec l'univers Valiant. Je sais pas pourquoi. Non, vas-y, explique. Tous les trucs Valiant qu'on a chroniqués sur le concept, et même ceux que j'écoutais quand j'étais pas là pour les chroniques, sur le concept, je trouve ça ultra cool. Et je me dis, putain, mais cet univers, il est vraiment génial. Bloodshot, ça a l'air cool, machin et tout. Et à chaque fois que je les lis, je me dis, il me manque un truc. Il me manque un truc pour que ce soit intéressant. J'arrive à mettre le doigt dessus ou pas? J'arrive pas. Non, je me dis, j'ai l'impression qu'en fait, ils font de la... Alors c'est faux, on va me taper dessus, on va m'injurier, on va me violer et tout ça, mais je trouve que ils font de la redite de ce qui a déjà été fait, ou alors qu'ils essayent de faire pareil, mais en mettant peut-être des pouvoirs parfois un peu plus, un peu mieux ou un tout petit peu différent pour dire ah non mais regardez en fait c'est pas un super héros parce qu'en fait il a un concept un peu différent. Je sais pas comment dire, j'arrive pas à définir le truc, mais à chaque fois que je lis du Valiant Comics, je m'emmerde. Ça paraît fou. Tu veux dire pour toi, ils arrivent pas à trouver des choses assez originales pour se démarquer? Non, c'est original. Comment il s'appelle le super guerrier là qui combattait pendant 1000 ans et qui était un immortel là, je me rappelle de sa tête, mais j'ai plus le nom en tête. Le concept est ultra cool et quand je le lisais, je me disais ouais, ok, en fait, il me manque juste quelque chose pour que ce soit vraiment génial. Peut-être une attache à l'univers, peut-être un truc, je sais pas. En fait, j'ai l'impression. De s'y plonger, ouais, peut-être. Ouais, sûrement. C'est pour ça, faut vraiment que je me bouge le cul à lire un truc trop cool pour comprendre un peu le concept de l'univers Valiant, mais j'ai toujours l'impression de voir, alors c'est là où on va vraiment me taper, voir un sous-X-Men en permanence, ou de dire, bah, les super-héros, ils sont pas super intéressants, il manque peut-être une énergie, une histoire, une profondeur qu'il n'y a pas sur les autres trucs, alors peut-être qu'il n'y a pas l'univers, enfin le passif qu'il y a avec, je sais pas, j'ai un mal fou, donc j'ai pas super apprécié comics, mais je me suis tapé quelques barres sur la meuf qui parle aux pigeons, parce que en fait, de base, le pouvoir, je le trouve ultra cool, en fait. Bah en fait, tu te rends compte qu'elle, finalement, elle s'en sort bien parce qu'elle le pilote super bien. Oui. Et elle vit complètement à l'écart de la société. Enfin, du coup, elle se cache un petit peu. Elle vit sur les toits et en fait, tous les pigeons, genre, ils l'aident en lui ramenant de la bouffe et des trucs comme ça. Ouais. Et finalement, en fait, elle s'en sort super bien avec un pouvoir qui, a priori, est un peu nul. Mais en fait, tu vois, c'est un peu comme je peux prendre tous les pouvoirs que je veux si j'arrive à le faire en sorte que mon histoire l'exploite correctement. Ça sera super cool. Je fais une digression de ouf. One Piece, le mec, c'est un homme élastique, quoi, s'il te plaît. C'est quand même pas cool, en fait. C'est naze. Mais passer à LOL Japon. La façon dont ils exploitent son pouvoir est super intéressante, ce qui fait que l'histoire est cool, en fait. Et tout ce qui va autour est extrapolé à tout va, en fait. Donc, je me dis, moi, j'ai envie de lire un comics, par exemple, sur cette meuf qui parle aux pigeons. J'ai envie de voir sa vie, j'ai envie de voir ses aventures. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup enfin, sans rentrer trop dans les détails, enfin, bon, il y a rien à spoiler, je pense, dans les 3 premiers, mais je pense que c'est un comics qui se prend pas du tout au sérieux. C'est
on te met une menace, enfin ils mettent une menace qui est mortelle parce qu'il y a quand même 2 ou 3 personnages qui meurent dans les 2 premiers. Ouais. Mais je pense que les 2 personnages, celui qui summon ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut pas justement, et cette Anna qui parle aux oiseaux, ils savent très bien que c'est pas des trucs qui servent à quoi que ce soit et justement en fait, je pense que un des buts c'est que le fait d'avoir tous ces personnages qui se rassemblent dans le combat justement avec le monsieur en pierre, on se rend compte que il y a une espèce de synergie avec tous et que ce qui pop dans la main du summoner là, c'est jamais, enfin, au début ça sert à rien. D'accord. Et en fait ça tombe toujours, voilà, ça tombe toujours bien, ça rend service. Parce qu'au début il est en train de bosser, il fait pop un fusil à pompe alors qu'il est en train de bosser, donc il se fait virer. Ouais. Après il fait pop un autre truc qui va lui servir finalement, je crois que c'est le parapluie, et après il y a le ballon d'hydrogène et tout. Et en fait tu dis, je pense que son pouvoir c'est juste de voir un espèce de futur proche potentiel qui fait que il doit servir, c'est l'objet dont il aura besoin dans les 10-15 minutes qui vont arriver. Il ne sait pas encore et du coup il sait pas dans quel c'est que dans l'instant c'est toujours un peu gênant ces objets quoi. Voilà. C'est quand il y a le ballon d'hydrogène, c'est un petit cœur qui pop, il est avec la nana, tu vois, il la connaît pas encore trop, t'as un petit cœur entre eux. C'est un peu chelou. Le parapluie, il est kawaii quoi, mais bon, c'est pas très. Ça fait parapluie pour enfants. Ça l'arrange jamais en fait, mais bon. Ça sort bien. Ouais. Nivray, tiens, garde la parole. Toi, quel était ton avis sur ce comics un petit peu différent? Alors, je connais pas du tout l'univers Valiant. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à lire, je pensais pas du tout que c'était du Valiant. Parce que juste avant, j'avais lu Weapon X et je venais de lire Secret Empire. Donc en fait, ça faisait Secret Weapon. Et pour moi... Secret Weapon X. Non mais c'est ça, en fait pour moi, j'étais toujours dans un univers de super-héros que je connaissais. Et en fait, je commence à lire, je fais... C'est qui ces gens? Je sais pas qui c'est. Et donc du coup, j'ai pas cherché pour une fois à savoir qui c'était. Et j'ai juste vu du coup que c'était du Valiant et donc effectivement, je ne connais pas du tout, j'en ai jamais lu. Donc en l'occurrence, Madame la technopathe, je ne connaissais pas et je trouve ses pouvoirs super, hein, c'est hyper pratique. Mais j'ai pas trop aimé le personnage. J'aime pas la manière dont elle est dans la vraie vie, dans la vie, mis à part son pouvoir. Et donc du coup, quand le comics commence, au début, je comprenais pas énormément de choses. Et il y a Nikki qui apparaît. Et là, comme Zef, c'est mon Dieu, c'est génial. Moi aussi, je veux avoir ma petite bande d'oiseaux là. Je trouve ça mais tellement cool. Et effectivement, elle utilise super bien son pouvoir, donc c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois les autres gars, le mec qui rend les objets phosphorescents, lui dans le combat quand ils font à 3 là, il devrait servir à rien. Ouais. C'est ça, c'est clairement le mec qui se transforme en pierre. Ok, c'est pas toujours hyper pratique, mais ça sert en combat. Ouais. L'autre qui fait popper des trucs, il se rend utile, donc c'est parfait. Mais alors par contre, le type phosphorescent, sur le type avec la batte phosphorescente, en fait, il y a un truc qui m'a gêné. Alors c'est un détail de merde, mais moi quand j'ai lu la lecture, je me disais mais ça marche pas en fait. À un moment, il se fait attaquer par l'espèce de Terminator rose là, qui lui donne je crois qu'il a une épée ou une dague, il frappe et sa batte se coupe en deux. Le coup est arrêté par un balai, une serpillière. En fait, t'as la nana, je crois que c'est la nana aux oiseaux qui met la serpillière entre ça et le coup est arrêté. Et je me dis, en fait, mais sa batte, elle sert à quoi alors? Si c'est quoi? C'est pas indestructible. Elle est faite en quoi? Je trouve ça gênant. En rien. En fait. Je pense qu'il le sait pas non plus. Ouais. Non, mais c'est le pire pouvoir du monde, quoi. C'est ça. De faire des objets phosphorescents. C'était vraiment nul, quoi. Et du coup, après, issue 2, issue 3, ça m'a pas passionné. En fait, Nikki est cool. Comme Zev, j'aimerais bien qu'elle ait son truc solo à elle, parce que je pense que c'est un personnage hyper intéressant. Mais en fait, le reste derrière, pas une seule fois, tu dis j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Ouais, ça donne l'histoire pas. ne t'a pas captivé. Non, pas du tout en fait, vraiment pas. Et la 3e issue, c'est une des premières fois que je fais ça. Je l'ai plus scrollé que lit avec passion, quoi. D'accord. Lu avec passion. Ouais, juste voir. T'as même carrément arrêté de conjuguer. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, c'est vrai que c'est un peu spécial. Moi, j'avais oublié que c'était Valiant en fait. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? On dirait un truc Image. Et je ne savais pas que les personnages, enfin certains des personnages en tout cas, existaient dans la continuité Valiant, parce que c'est le truc que j'arrête pas de dire depuis 1443. Comme quand je dis que je vais perdre du poids, je vais lire Valiant et un jour je le ferai. Et il y a un truc que je dois quand même souligner, c'est qu'en termes d'illustration, le petit couple Allen et Martin se démerdent pas mal du tout. Et je dois dire avec mon ignorance artistique et graphique que ça ressemble quand même un petit peu à du Allred. Un petit peu en dessous. C'est-à-dire que Allred pour moi, enfin Mike Allred et sa femme,
Donc, je crois que tu parlais d'une série All Red. Non, l'artiste All Red qu'on a revu dans plein de trucs ici. C'est ce même genre de gros traits autour des personnages, de couleurs très très flashy et d'un découpage de cases assez mécanique et qui fonctionne assez bien. Enfin, un découpage classique en fait, mais parfois ils prennent de certaines libertés qui rendent assez bien. En l'occurrence, je pense à une succession de cases dans le deuxième, où justement on voit un personnage qui clairement fait partie des mutants. Enfin, sans le voir, on le devine facilement. Enfin, sans qu'ils le disent, on le devine facilement. Et en fait, on se rend compte que ce personnage est finalement un antagoniste. C'est très très con. Ça va tout à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la lumière des gentils, des méchants, des trucs horrifiques et agréables. Et ben là, le truc devient rouge quand on voit que c'est un adversaire, un antagoniste. Et je trouve que même si c'est pas le truc des plus subtils, c'est quand même sympa d'avoir fait cette touche là, parce que toutes les cases d'avant sont très bleues et très très chaleureuses, finalement un bleu clair agréable. Et là tout devient rouge et violent, agressif, son visage change, et même si c'est leçon numéro 1 de graphisme pour mettre des expressions sur les gens et dans une scène, je trouve ça assez bien fait, habilement fait. Ah, au niveau dessin, niveau mise en couleur, c'est cool hein. Enfin, moi j'aime beaucoup l'effet de la technopathe en fait, quand elle est dans son pouvoir en fait, il y a un côté très médium, méditation, avec l'espèce de fuseau qui part autour d'elle, rose et tout. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais pour moi il manque quelque chose pour que ce soit attachant et agréable en fait. Mais après, je vais me faire taper de super-héros. J'aimerais bien que Ketrus se justifie de cette lecture qui nous a forcé. Il m'a refilé le bébé en me disant que lui-même était un peu déçu et qu'il avait préféré. Vendredi soir à l'apéro, il s'est excusé. Ah, carrément, voilà. Non, mais écoutez, on ne saura jamais. C'est pour ça qu'il est malade, tant pis. C'est ça qu'il a préféré. Il a préféré sécher et m'envoyer au charbon. Super. Salaud. C'est donc un comics Valiant. Si vous avez envie qu'on lise plus de choses Valiant, parce que vous avez l'habitude, parce que vous avez les liens, tout ce qui lie justement cette technopathe au reste de cet univers, si vous avez lu Bloodshot et compagnie et que vous continuez, dites-le nous. On va faire un effort et essayer de varier un petit peu plus nos titres et d'inclure et incorporer d'autres éditeurs. Merci pour ces revues. On se retrouve tout de suite après cette petite page de publicité. Dans TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. Ouais, une pub. TVNR, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa. De retour dans ce 81e épisode de Comics Outcast, et c'est l'heure du focus. Un artiste, un auteur, un perso ou un arc narratif mis à l'honneur. Aujourd'hui, c'est au tour de Secret Wars, Secret Empire. J'avais fait 0 faute depuis le début, purée. Un événement Marvel qui vient tout juste de finir, et c'est toi, Zef, qui nous en parle. Est-ce que, dans les très grandes lignes, tu peux nous dire comment on est arrivé à Secret Empire? Ouais. Très grande ligne. Alors, en fait, quand j'ai commencé mon focus à écrire, je me suis dit, putain, c'est un peu chaud à faire. J'admire Daniel quand il en parle sans note de trucs comme ça, parce que c'est un peu chaud. Alors, Secret Empire, c'est un arc donc qui a commencé il y a 10 numéros maintenant. En fait, il est pas fini. Il y a le dernier numéro Aftermath qui va sortir bientôt là, qui va clore un peu le sujet. Mais on y commence. Alors, j'ai pas les dates en tête. Ça commence clairement avec, c'est peut-être 4 ans. On avait commencé à chroniquer le passage de bouclier de Captain America à Sam Wilson. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça commence avec ça. Alors, c'est une série que j'ai pas lue, donc je peux pas trop en parler. Mais je sais que si aujourd'hui vous commencez l'ordre de lecture de Secret Empire, on vous envoie directement à ça, parce qu'il y a des éléments qui viennent se mettre en place doucement, se mettre en place, ouais. Là où ça commence à prendre tout son sens. Attends, je te coupe en fait parce que je l'ai déjà fait. Si vous voulez voir la liste de lecture, elle est déjà sur le site de Radio Kawa, donc allez-y, j'ai déjà mis la liste de lecture, il y a un lien qui vous met tout depuis, donc tout ce qui est prélude à Secret Empire. Stylé, et bravo. Donc voilà, Secret Empire, les vraies prémices pour moi. Alors on va peut-être me contredire plus tard, mais c'est pas grave. Ça commence à Pleasant Hill. Pleasant Hill, c'était un arc
qui a commencé il y a 2 ans de mémoire, où on voyait en fait donc Pleasant Hill, c'était un petit village du Connecticut où ses habitants sont tous charmants, tous voisins, amis, ils travaillent, sont contents dans la vie en société donc ils mènent au jour le jour. Et un jour, on se rend compte que cette petite ville n'est entre autres qu'une prison, où chaque membre de la communauté est en fait un super vilain qui est là, qui a changé de forme, qui est déguisé, enfin pas déguisé, mais dont on rend l'apparence différente pour qu'il s'intègre à une société, donc il n'a pas conscience lui-même qu'il fait pas partie de sa société. C'est un peu bizarre dit comme ça. Et en fait, tout part du Cosmic Cube. Donc qui a été utilisé par Maria Hill, Cosmic Cube, je vais faire l'erreur plus d'une fois, qui s'appelle Kobik, qui est matérialisé sous les traits d'une petite fille. Oui, je t'écoute. Bouya Comic Cube. Voilà. Et donc ça commence là. Il est tout rouge le pauvre. Il a honte. Moi c'était rigolo. Moi j'ai bien aimé. Donc ça commence là. Maria il fait ça et il y a un moment un soulèvement. Je crois que c'est le baron Zemo qui se rend compte de ça. Je vous dis ça de mémoire, j'ai pas noté. Qui se rend compte de ça et qui va en fait se faire un début de soulèvement et qui va péter en fait toute cette prison en faisant échapper tous les super vilains. L'histoire est assez cool, c'est pas foufou mais c'est assez cool dans l'idée, donc c'est à lire si vous voulez vraiment connaître tout ce qu'il faut. Et dans cette guerre c'est ça en fait qui mène que Maria Hill va être chassée ensuite par le Shield et tout ça en fait, qui va être destituée. Ils ont pas accepté qu'elle fasse ça. Ouais, en fait c'est un côté un peu dépasse les bornes quoi, c'est un peu le côté moralité des gens et tout ça. Est-ce que c'est moral de laver le cerveau des gens pour le rendre bien, voilà. Et donc après ça on va avoir la série Steve Rogers Captain America que j'avais chroniqué il y a un petit moment et que Nekoto avait pas aimé à l'époque. Non mais je m'en souviens parce que je trouvais ça assez fort en fait de sa part ces arguments étaient bons en fait dans l'idée, mais bon, parce que le premier numéro de Captain America Steve Rogers, on voyait en fait Captain America qui suicidait un de ses potes super héros, et à la dernière page où on le voyait en fait, on le voyait dire à Hydra, et on comprenait en fait qu'il était méchant, et on comprenait pas pourquoi. Et dans le deuxième issue, c'était expliqué directement. Et donc Red Skull qui a récupéré le Cosmic Cube sous les formes de Kobik, je rappelle, c'est une petite fille qui a des super pouvoirs, des pouvoirs cosmiques, et en fait se lie d'amitié un peu avec elle et lui fait comprendre que le monde n'est pas bien tel qu'il est et qu'il faut qu'elle le change. Oui, je t'écoute. Juste, on redéfinit un tout petit peu la puissance du cube cosmique. Alors quand même. Pour se rendre compte. Garde les pierres de l'infini, voilà. Tout simplement. C'est ce qui permet de modeler la réalité comme on veut. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs pierres. Il y a la pierre du temps, la pierre de l'âme, de ce genre de choses. Et le Cosmic Cube, c'est une des 5 pierres, j'ai un doute maintenant, qui permet de modeler la réalité telle qu'on veut. Et si on réunit toutes les pierres et qu'on prend le gant de l'infini, on peut modeler l'univers entier sans être unstoppable. C'est l'arc du gant de l'infini qui est assez vieux maintenant et qui va bientôt se traduire en film. Voilà. Et donc Red Skull se lie d'amitié avec Kobik, donc qui est le Cosmic Cube incarné en petite fille. Je leur ai dit, c'est la 3e fois que je le dis. Vous allez le comprendre maintenant. C'est important. Vous allez le comprendre. Je dis ça parce que Kobik est super importante, évidemment. Et donc, il va lui faire changer la réalité en faisant croire, en modelant le passé de Steve Rogers et en lui faisant croire à Steve Rogers qu'en fait, il a toujours été un agent de Hydra. Un agent dormant, le plus vieil agent dormant du monde, puisqu'il est là depuis les années 40, et que quand il était tout gamin, en fait, il a toujours été élevé pour faire que Hydra devienne la puissance mondiale numéro 1, qui travaille dans l'ombre, qui fait en sorte que les gouvernements lui obéissent, et ainsi de suite. Et donc, tout Steve Rogers doit être lu pour comprendre ce qui va être dans Secret Empire, parce qu'on voit la montée en puissance de Captain America alias Captain Hydra, je vais l'appeler comme ça. Comment en fait il va monter en puissance et prendre le contrôle, parce que c'est ce qui se passe dans Secret Empire du numéro 0 au numéro 10, c'est Hydra qui a pris contrôle des États-Unis et qui commence à prendre le contrôle du monde. Je vais essayer de reprendre mes notes maintenant. Donc il faut lire Captain America pour comprendre tout ça, et il faut commencer à lire par la suite aussi quelques tie-ins, parce que dans Secret Empire en fait
tout est important pour chaque petit détail. Il faut lire Thunderbolt pour comprendre que Winter Soldier est attaché à Kobik parce que c'est lui qui la récupère après son passage chez Red Skull. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont très importantes. Je vais pas faire toute la liste maintenant, mais voilà. Dans Captain America, Steve Rogers devient le directeur du Shield. Il est nommé. Il y a tout un plot qui fait qu'il se fait nommer volontairement sans montrer qu'il a envie de le faire. C'est super intéressant. Et au moment où il est à la tête du Shield, le takeover sur les États-Unis commence. Il y a plusieurs phases. La première phase, ça va être le développement. Il y a eu un développement d'un bouclier planétaire qui est censé protéger la planète en empêchant d'en rentrer les méchants, enfin ceux qui viennent de l'espace sur la planète et de ceux qui sont sur la planète d'en sortir, qui est mis en place, qui tombe en panne au bon moment. Ouais. Et au moment où le takeover est fait, alors je vais commencer par ce qui est mis en place et je vais expliquer comment ça se passe. Donc il y a ce bouclier planétaire, il y a comme par hasard à un moment tous les méchants de Pleasant Hill qui reviennent sur Manhattan et qui commencent à attaquer Manhattan, ce qui fait que beaucoup de super-héros viennent là-bas pour commencer à les combattre. Il y a la disparition d'un hélicarrier au-dessus de Sokovie, qui fait que beaucoup d'hélicarriers sont envoyés loin des États-Unis au bon moment, et au moment où ça arrive, en fait, tout se met en place. Le Shield le Planetary Shield est remis à niveau quand il y a une attaque des Chitauri sur la planète. Donc il y a Captain Marvel. Il y a beaucoup de parties impliquées. Voilà, énormément. En fait, attaque de l'espace, tout l'univers Marvel est impliqué d'un coup. Il y a Captain Marvel et Alpha Flight qui sont envoyés dans l'espace, qui commencent à combattre les Chitauri. Le bouclier planétaire se met en route, ce qui les empêche de rentrer sur la planète. Et en fait, les prend entre un marteau et enclume. L'enclume étant le bouclier planétaire et le marteau étant je crois que c'est toutes les 2 heures ou un truc comme ça, une vague de Chitauri qui arrive et qui attaque la planète parce que sur la planète il y a une reine mère de Chitauri qui est là, qui a été capturée en avance par Steve Rogers Hydra pour pouvoir faire en sorte de tuer tous les super-héros qui seraient entre eux et la planète. Un plan bien mené. Il y a sur Manhattan les super vilains qui attaquaient. En fait, il y a un super sorcier, donc c'est Mordo, qui invoque la Dark Force, donc qui fait une espèce de bulle de Dark Force qui fait que tout Manhattan en fait est dans un monde démoniaque finalement. Il y a une armée de démons qui arrive, donc il y a Luke Cage, Doctor Strange, Daredevil qui sont capturés là-dedans et qui essayent de survivre. Il y a Cloak and Dagger, Kingpin, et en fait cet arc cet arc est super intéressant à lire parce que on a une espèce de survie qui est menée au jour le jour avec Cloak and Dagger qui essaie de faire en sorte que le monde puisse voir encore quelque chose. C'est la Dark Force, il fait noir en permanence. Il y a tout ça qui arrive et l'hélicarrier qui avait disparu au-dessus de Sokovie réapparaît avec plusieurs au-dessus de Washington pour commencer le takeover vraiment des États-Unis avec le docteur Faustus, je crois que c'est en anglais, qui prend contrôle des esprits de tout le monde et qui fait en sorte que tout le monde obéit à Hydra. Évidemment, il y a d'autres super-héros qui sont là, qui vont commencer à se battre contre Steve Rogers, qui se révèle être le suprême leader de Hydra. Surtout qu'on lui a donné les droits de diriger les États-Unis. Absolument, puisque le président américain est dans son bunker, il a dit c'est mort, je lâche tout, Steve, tu te débrouilles. Oui, voilà, en fait, il le savait pas, quoi. Ouais. Et donc ce takeover arrive et il y a et là c'est le Secret Empire 0 de mémoire, qui est en fait le Free Comic Book Day de mai de cette année, qui montre en fait la baston entre Hydra et les super-héros et Steve Rogers qui, à un moment donné, va prendre le marteau de Thor et va le soulever. Ce qui fait que tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde ferme sa gueule parce qu'on comprend en fait qu'il est worthy. En fait, je rappelle, le marteau de Thor, on le soulève que si on est méritant. Et en fait, on comprend que Captain America suit Hydra, suit en fait cette vocation de vouloir dominer le monde et de vouloir rendre le monde meilleur, parce qu'encore une fois c'est un méchant qui est construit, il est construit sur 20 numéros avant de Steve Rogers, où on comprend qu'en fait il a envie, il a une vraie bonne volonté d'être suprême leader et de sauver le monde, de faire en sorte que le monde soit un monde meilleur, parce qu'aujourd'hui la politique c'est de la merde, il y a que des guerres, il y a que des gouvernements qui sont corrompus, qui pensent qu'à l'argent, qui pensent qu'aux industries, ce genre de choses. Et donc du coup lui il a envie de mettre en place quelque chose. Il va jusqu'à tuer Red Skull pour montrer qu'il est bon en fait, qu'il a raison dans sa façon de voir les choses. Vous voyez cette menace, moi je m'en débarrasse. Voilà, c'est un peu ça. Mais parce que Red Skull se prenait pour le suprême leader de Hydra et en fait il lui dit bah non en fait tu t'es trompé de vision, c'est pas du tout ce que t'es, et il le tue. Donc on a ça, et là Secret Empire commence vraiment. Le numéro 1, on est à plusieurs mois
alors j'ai appelé ça d'invasion, mais c'est pas vraiment une invasion, de takeover sur les États-Unis, et on va suivre en fait Captain America et Hydra, enfin Captain Hydra du coup, qui va essayer de récupérer des fragments du Cosmic Cube qui a été explosé dans la bataille. Et parce que son but ultime, et ça on le sait depuis quasi le début, c'est de faire en sorte que l'histoire soit réelle. Parce que pour lui, dans sa vision des choses, les nazis en 44 ont gagné la guerre. Ça c'est un fait avéré pour lui. Les nazis ont gagné à la guerre, mais ils ont fait, parce que ils savaient que l'histoire n'allait pas durer et que les rebelles allaient gagner la guerre, enfin reprendre finalement le contrôle. Il fallait cacher tout ça au monde, aux yeux du monde. Il fallait que ce soit faux pour que le monde puisse évoluer jusqu'à ce moment où le Supreme Leader serait là, que Captain Hydra serait là pour reprendre tout ça. Et en fait, ils ont fait une espèce de cercle magique qui, enfin, quand on voit le dessin et le passage est complètement fou. Et en fait, ils cachent tout ça au monde. Et aujourd'hui, maintenant que Captain Hydra est à la tête d'Hydra et du monde, ils veulent le Cosmic Cube pour remettre la réalité en place et montrer que les nazis ont gagné et remettre le monde comme s'il avait été dominé par les nazis depuis 70 ans. D'accord. C'est censé être la réalité. C'est ça. Leur réalité. Enfin, vraiment, c'est fou en fait. Il y a vraiment une controverse de malade sur le fait que quelle est finalement la vraie réalité du monde, quoi, de Marvel. Et donc voilà, on en est là. Les gens essayent de reprendre les fragments de Cosmic Cube. Évidemment, il y a une rébellion qui est en place, menée par Hawkeye, Black Widow, pardon, Iron Man, qui est pas Iron Man parce qu'il est Tony Stark et dans le coma. Si vous avez suivi les éléments de Civil War 2. Et voilà, cette série est complètement folle de tout Captain America Steve Rogers jusqu'à environ la moitié de Secret Empire, parce que c'est complètement dingue de voir le monde qui a évolué différemment, de voir que Captain America n'est pas si méchant que ça. En fait, il a raison dans sa vision des choses. C'est ce qui fait que les dictateurs et les fous sont intéressants, c'est que ils sont tellement persuadés d'avoir raison et ils se donnent tellement les bonnes raisons pour avoir raison. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous comprenez. Non, pour justifier ce qu'ils font. Voilà. Que si tu adoptes leur point de vue, tu dis bah en fait il est pas méchant, c'est lui le gentil, c'est vous les méchants. C'est toujours pareil. L'ennemi est toujours l'ennemi parce qu'il est méchant. Hein. Et en fait c'est super intéressant, mais ça va en décrescendo parce que le mot n'existe pas, mais sûrement parce que en fait à un moment on est obligé de revenir sur la fin d'un event qui ne doit pas changer grand chose à l'univers Marvel, qui doit revenir sur un statu quo. Et voilà, on trouve des solutions un peu moisies, alternatives, pour montrer que finalement, bon, c'était bien marrant ce qu'on est en train de faire, mais bon, ça va pas avoir de conséquences. Le No More Mutants en a fait l'effet aussi, c'est pareil. Et voilà, on arrive à ça. Alors, je trouve que Spencer, l'auteur de tout ça, hein, depuis Captain America, Steve Rogers, Secret Empire, tout ça, a fait un boulot que moi je trouve fantastique parce qu'il a vraiment, c'est un auteur qui a réussi en fait à aplanir certaines choses. C'est-à-dire qu'il a pris des éléments de plusieurs events, d'arcs différents, d'arcs plus anciens, et il a réussi à les intégrer à son event, à l'intégrer à son arc, et à les expliquer. Et à faire en sorte que ça devienne cohérent. Parce qu'avant, il y avait des trucs, c'était pas cohérent du tout. Je prends Civil War 2, qui est une horreur en termes de, qui promettait quelque chose de vraiment ouf, se trouve être une grosse merde finalement. Daniel en avait super bien parlé quand il était venu en parler. Et finalement, il prend des éléments de ça et il les met dans son arc en disant, ok, je vais le rendre cohérent, je vais faire en sorte que tout ça soit un bel aplat, une belle histoire. Et voilà, et il y a des trucs qui marchent. Les visions qu'il y avait eu dans Civil War 2, bah voilà, ça rentre dans cet event. On comprend un peu mieux ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était programmé ou pas, je sais pas. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui fait que, bah voilà, Spencer pour moi ça a été pour cet arc un bon auteur pour cet event, et j'ai passé un très très bon moment à la lire, et je peux vraiment que la conseiller parce que ça comme dit Anne Ekoto, en fait ça a fait bouger les choses. Il y a des gens qui ont détesté tout ça, et si ça a provoqué des choses chez les gens, c'est qu'il y a un truc à regarder, c'est qu'il y a un truc à lire, et que ça peut pas passer à côté. En fait, ça a forcément touché des gens au bien ou en mal, et c'est un arc qui vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Avant de passer la parole à Annie Vray, est-ce que tu as vraiment lu tous les tie-in? Quasi tous, ouais. D'accord, ok. On verra avec toi après si, tu t'en as un peu parlé de là, ouais, l'importance de lire ces choses. Oui, bien sûr. Parce que Nivray, il me semble que tu ne t'es concentré que sur la trame principale, donc les 11 numéros. Alors, j'ai lu les 11. Ouais. J'ai lu une grosse partie de ce qu'ils appellent le prélude, donc tout ce qui s'est passé avant, mais je l'ai lu après. D'accord. Pour avoir un peu plus de précision, en fait, j'ai un peu choisi sur les éléments où j'avais vraiment des doutes.
Et sur les tie-in, j'en ai scrollé quelques-uns pour juste choper quelques détails parce que j'avais pas très bien compris comment ça avait pu arriver. Ouais. Mais je les ai pas lus réellement. Je me suis plus intéressée à ça. Voilà, c'est ça. Lu la trame principale. C'est ça. Je me suis plus intéressée à la fin pour essayer de comprendre à chaque fois comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là dans la trame principale. Mais je me suis vraiment concentrée sur la trame principale que j'ai d'ailleurs beaucoup aimée. Alors ta vision. Alors quand je dis que j'ai beaucoup aimé, surtout les 8 premiers. Ouais. Voilà. En fait, le 9 et le 10, c'est juste la résolution et tu mets 8 épisodes pour tout résoudre en 2, c'est un peu trop facile. Ouais. Ça se passe en 2 secondes, en 4 cases, tu fais hop, ça c'est fait, 4 cases, tu passes à la zone suivante, ça c'est fini, c'est un peu abusé quand même. Surtout vu la qualité de tout ce qu'on a eu avant. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas l'univers qu'ils ont construit et plein de petits détails. Il y a, je pense, au cours d'histoire. On voit un moment un cours d'histoire et l'enseignante parle de la grande illusion, c'est de tout ce qu'on croyait avant. Et du coup, ils ont des nouveaux livres d'histoire et on leur apprend la nouvelle histoire. Et les gamins sont paumés. Il y en a qui ont accepté tout de suite ce qui se passe. Et en fait, on apprend aussi qu'en fait les gens sont plus ou moins empoisonnés pour mieux comprendre. C'est du fluoride qui est dans l'eau et qui permet de mieux manipuler la population. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui acceptent aussi bien Hydra, puisque il y a un temps entre le moment où Captain Hydra prend le pouvoir et quand l'histoire commence vraiment. Et en fait c'est quand même assez court. Et les gens ont un peu trop facilement accepté les choses et en fait il y a une vraie explication à ça. D'accord. Et j'ai pas mal aussi aimé dans tout ce qui est autour. Il y a un moment où les underground, donc les rebelles, ceux qui sont contre Hydra, font une mission et en fait ils parlent que ils ont été filmés, que la vidéo a été diffusée sur YouTube, que tout le monde a pu la voir, mais vite ça a été censuré quoi. D'accord. Donc j'aime bien ce côté aussi où on te parle de comment est-ce qu'ils essayent de faire la censure, de masquer les autres, de protéger en fait leur histoire. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est une bonne une bonne, enfin, c'est ce que feraient des tyrans aujourd'hui. Enfin, c'est ce que font déjà, je pense, dans beaucoup de pays. Exactement, la censure. Voilà, ce qui montre que la résistance, ce que fait la résistance fonctionne. Il faut pas que le gouvernement puisse le laisser filtrer, quoi. Et donc sinon après côté l'histoire, c'est que quand j'ai commencé, je savais pas trop ce qui s'était passé avec Captain America. Alors tu comprends en lisant les petites lignes au début qu'il s'est passé des choses. Et il y a une très très belle double page qui t'explique en fait toute l'histoire avec la petite fille, l'histoire avec Maria Hill, et j'ai trouvé ça hyper pratique parce qu'elle est bien posée, elle arrive au bon moment et elle arrive pas au moment où tu dis bon j'ai vraiment rien compris, je laisse tomber. Elle arrive juste au bon moment où tu commences à vraiment te poser des questions. Il y a toutes les réponses qui tombent d'un coup, genre les explications super bien posées et je trouve ça super cool. Après t'as une autre histoire qui se passe en parallèle avec un personnage vieux. Ouais, je sais pas si j'en ai pas parlé volontairement. Ou pas non, tu peux un peu en parler. En fait, c'est Steve Rogers qu'on voit dans un monde parallèle, je vais en parler comme ça, qui est perdu en forêt, qui comprend pas ce qui se passe, qui sait pas qui il est, et en fait, ça vient vraiment par ponctuer l'histoire principale. Parce que on sent que ça va amener quelque chose et ça amène la fin d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire. On voit que c'est Steve Rogers, on le reconnaît, mais on sait pas pourquoi il est là. C'est 2-3 pages par issue, un truc comme ça, où c'est cet univers un peu bleuté là, et où on sait pas trop ce qui se passe. On comprend qui il est, on comprend qu'il y a un message, à un moment, un truc qui va tomber. Et cette partie-là, j'ai pas trouvé très bien amenée. Par rapport au reste qui était quand même plus clair et plus effectivement plus tranché. Enfin, je vais revenir un petit peu sur tout le fiasco qu'il y a eu avec justement la création du Captain Hydra. Il y a maintenant ça 1 an et demi, un truc comme environ, ça. Donc toujours par Nick Spencer qui avait donc je pense prévu toute cette histoire. J'espère pour lui. Ah non mais je pense qu'il a bien manœuvré son architecture. Jusqu'aujourd'hui où donc voilà, Captain America se révèle être un agent d'Hydra depuis le début et où Internet, je dis vraiment Internet parce que j'ai pas envie de dire le monde ou les fans, c'est vraiment Internet a pété un câble et a commencé à balancer des menaces de mort à Nick Spencer parce que on ne touche pas à Cap, sachant que tu l'as dit, 1 mois après la sortie de ce numéro 1, de ce numéro où on voit Cap dire Hail Hydra. Ils expliquent que pourquoi ce qui s'est passé. Donc en gros, c'est pas lui. Enfin, il y a quelque chose. Ouais, mais il y a eu 2 choses. Il y a eu ça. Mais il y a aussi eu l'interview de Nick Spencer après ce premier issue où il expliquait que ce serait comme ça maintenant. Voilà, c'est la réalité de Marvel dans laquelle le capitaine qu'on connaît, c'est un agent d'Hydra.
Et donc voilà, ça faisait des mois et des mois qu'on avait ce truc en tête. Je pense que beaucoup des fans ont accepté puisque les ventes n'ont pas baissé. Le fait qu'on voit justement qu'il y a éventuellement un autre Steve Rogers ailleurs, c'est moi perso, moi j'ai pas lu Captain America tout, j'ai lu les 3 premiers parce qu'on l'avait fait ici, mais la série Captain America Steve Rogers, je l'ai pas lu en entier. Et j'étais un peu déçu de ce truc il y en a un autre. C'est-à-dire que quand tu le vois à l'épisode 2 de la saga principale de Secret Empire, tu sais que au bout d'un moment, quelqu'un va dire ah mais c'était pas lui le faux, c'est lui le vrai. Ça m'a agacé parce que je savais que ça allait arriver. Bah, en fait c'est lui. Enfin, l'histoire est bien faite là-dessus. C'est le Captain Hydra qu'on voit, c'est Captain America. Oui. C'est vraiment lui. Le personnage qu'on voit dans ce monde un peu bleuté et la couleur a une importance pour comprendre ce que c'est. C'est aussi lui. Et c'est ça en fait qui est ultra important. C'est un seul et même personnage en fait. C'est ça. Et c'est ce qui rend le truc attachant en fait, c'est que moi je trouve ça cool en fait que Spencer s'est dit je vais bouleverser l'univers Marvel, je vais prendre l'icône, enfin c'est comme si tu prenais Superman aujourd'hui, tu te dis bah en fait c'est un super méchant, il a travaillé depuis le début avec Darkseid et il va détruire, enfin c'est complètement génial en fait dans l'idée parce qu'on bouleverse tout mais zéro conséquence. Voilà, c'est un peu l'idée. Nivray, je te redonne la parole que je t'ai volé salement. Non, ouais, tu me l'as pas volé. Après, c'était juste sur le comics, quoi. J'ai juste un gros regret sur la fin où c'est une résolution beaucoup trop simple où ils se sont embêtés à mettre en place énormément de choses et en fait ils te les détruisent d'une pichenette. Enfin, c'est vraiment ça. Après. Le côté cool, c'est quand on voit vraiment tous les super-héros qu'on aime bien, ça fait plaisir. J'étais là genre je la connais. Parce que c'était un peu ma peur, en fait, ma crainte, c'était que j'ai pas une grande connaissance de l'univers Marvel et surtout j'étais pas à jour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec Comic Podcast, je suis plus à jour que ce que je croyais. Et c'est vrai que quand j'ai vu America Chavez, j'ai fait je sais qui c'est. Quand j'ai vu Riri, là, j'ai fait trop bien, je sais, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté un peu cool de retrouver tout le monde, de faire des team-up avec les Defenders et tout ça. Mais voilà, ce final, c'est un peu dommage. Bah en fait c'est toujours, enfin je sais pas ça en ayant tous les crossovers Marvel, mais c'est vrai que je pense qu'il est très très facile de créer une fiction dans laquelle les trucs les plus abjects, les plus horribles, les plus étonnants peuvent arriver. Mais c'est vrai que si à la fin t'as ton chef de publication qui dit ouais mais par contre il faut que ça revienne exactement au point A. Il y a peut-être des auteurs justement qui se disent bon bah je vais peut-être pas faire un truc trop ouf quoi. Je vais peut-être pas changer trop de choses, chambouler trop de choses pour que justement la déception arrive à la fin et genre d'un clin d'œil, d'un claquement de doigts, tout revienne à zéro quoi. Je pense qu'il fallait diluer un peu plus les résolutions parce qu'en fait elles tombent en 3 pages en fait, même pas 2. Deux, je pense que tout est résolu. C'est ça. En fait, tous les trucs qui bloquaient tout le monde se débloquent. Si tu vas un peu trop vite, tu colles 2 pages, c'est fini quoi. Enfin, pourquoi tu colles 2 pages mais bon. Je voudrais qu'on parle un peu de l'illustration parce que je pense que là il y a eu un exercice qui a pas été fait dans beaucoup d'autres crossovers ou événements de ce type-là, pardon. C'est-à-dire que on a des combats qui se passent sur pas mal de zones différentes. Donc Zef l'a bien expliqué, il y a l'espace, vous avez Manhattan et vous avez en fait le reste du monde entre guillemets où voilà Hydra peut se déplacer aisément et donc les autres héros de la résistance aussi. Ce qui fait intervenir un grand nombre d'illustrateurs et je suis pas sûr, mais ça c'est vraiment mon avis, que ce soit une très bonne idée. Pour plein de raisons. On a le fameux monde bleu, une espèce de monde un peu de rêve dans laquelle le deuxième Captain America ou l'autre moitié de Captain America se trouve, qui est illustré par je sais plus qui, mais qui est assez jolie. Ensuite, on a celle qui est illustrée par Scott McNiven, qui est la trame principale, celle où on suit Captain Hydra. Ensuite, on a donc les 2 autres, celle de l'espace et il y en a une cinquième, celle de Black Widow et des gamins entre guillemets, la nouvelle génération des héros. Putain. Oh là là. Alors. Dans le même chapitre, on peut avoir des sauts dans l'espace pour parler de tel ou tel groupe qui avance et qui commence à se débrouiller pour faire avancer leur contre-attaque entre guillemets. Et bien on va passer encore une fois d'artiste en artiste et c'est super chiant. Ça crée des maux de tête en fait, mais pour de vrai. C'est pas vous avez le pré-générique qui se passe à un endroit et donc vous avez les visages un peu manga parce que l'artiste est très japonisant entre guillemets, et juste après vous allez avoir un truc très franco-belge parce que l'artiste est plus de ce courant-là. C'est insupportable. Il y a pas de continuité à ce niveau-là et je vous jure
jure, moi ça m'a franchement parfois halté la lecture parce que il faut que je me recalibre. Je fais ok, eux ils aiment bien les grands yeux plats avec des couleurs très chaleureuses, et après on passe dans un truc super terne avec des trucs très droits. Après on a l'autre truc avec des couleurs super froides et c'est quasiment de la photo. C'est ça qui me faisait penser à en plus c'est vraiment des styles à l'opposé parfois. Oui. Moi j'étais là, genre t'arrives à un chapitre et tu fais oh mais là j'aime plus les dessins. Alors du coup tu reviens derrière, tu fais mais c'était pas comme ça. Hein. Genre tout et du coup c'est un peu bancal je trouve là-dessus. C'est dommage. Il y a certains personnages que j'ai eu des doutes au début à me dire ok, elle a les cheveux rouges, alors je suppose que c'est Natacha, mais bon, c'est plus la tête qu'elle avait avant. Je trouve dur. Moi, j'ai bien aimé justement ce switch de. Mais après, c'est peut-être parce que je lisais tous les tie-ins à chaque fois, donc j'ai peut-être moins été touché. Habitué, mais je trouve que justement dans l'event principal, quand il y a ce switch de dessin, en fait, je trouve ça super agréable en fait d'avoir une espèce de changement. En fait, tu sens que c'est un univers un peu différent, tu sens qu'il y a peut-être, ça donne un côté une ambiance parfois différente. Enfin, quand on va dans Atlantis chez Namor pour voir un truc, il y a une ambiance un peu plus froide. Il y a plein, moi j'ai beaucoup aimé en fait ce côté changement du truc. Donc ça m'a pas choqué. Je trouvais ça vraiment cool, je trouvais ça assez intéressant et ça a amené un petit plus à chaque fois, je trouve, sur l'univers. D'accord, parce que moi je salue la tentative, il y a pas de problème. Là, c'est vrai qu'en termes de style, je dois admettre franchement que c'est trop différent. On n'a pas un sentiment d'unité. C'est vrai qu'ils sont déplacés dans l'espace, dans le temps, dans ce que tu veux, mais je sais pas, il y a. Enfin bon, à vous de vous faire votre avis. Est-ce que l'un d'entre vous aurait quelque chose à rajouter là-dessus? On peut parler de tie-in rapidement. Oui, excuse-moi. En plus, c'est moi qui t'avais lancé dessus. Non, du coup, j'ai cherché parce que j'ai pas tous les tie-in en tête, mais cravate à l'intérieur. Hein, donc, rappelons la définition de Ben. Donc, tous les tie-in, en fait, c'est effectivement tout ce qui va être les à côté de la série principale qui vont toucher toutes les autres séries. Alors, tu en parlais Underground. C'est en fait à chaque issue, c'était des mini-séries. Il y avait genre trois histoires différentes à chaque issue qui racontaient des petits héros qu'on connaît pas forcément ou qui sont peut-être moins intéressants ou qui étaient dans la Dark Force ou ce genre de choses, et comment ils vivaient en fait cette histoire intérieure. Il y a un truc sur Misty Knight qui était assez cool et tout. C'est pas important à lire, mais c'est intéressant parce que c'est marrant en fait d'avoir le petit plus dans l'idée. Ce qui était très important à lire, c'était Captain America Steve Rogers pendant la série, et même quand on commençait parfois certains épisodes de Secret Empire, il y avait marqué en gros attention, allez lire celui-là avant, parce que sinon on comprenait pas. Sam Wilson aussi était intéressant et important à lire. Deadpool était marrant, il y avait des trucs assez cool avec lui. Oui, parce que Deadpool c'était un agent d'Hydra, il était un agent d'Hydra, mais il se foutait de la gueule de tout le monde en permanence. C'est vraiment trop cool. Et en fait, on l'envoyait en mission pour capturer les rebelles, et à chaque fois il revenait avec un mec tout simplement moisi. Ouais, c'est bon, je travaille sur le coup et tout. Et en fait, il y a une histoire à côté avec l'agent Coulson qui est marrante. En fait, il faut lire. Mighty Captain Marvel, évidemment, si on veut savoir tout ce qui se passe dans l'espace. Ouais, je l'ai dit ça comme ça. Doctor Strange, évidemment, pour la côté Dark Force, et voir ce qui se passe à l'intérieur, comment il va s'allier au Kingpin pour faire certains trucs et tout. Et franchement, là-dessus, je suis pas fan de Doctor Strange, mais ce passage, il est complètement génial. Champions, c'est la merde, faut l'oublier. J'ai pas aimé en fait le côté. En fait, à un moment, Natasha Romanoff, donc Black Widow, se dit, ok, faut bouger son cul et il faut tuer Steve Rogers. Je sais que les gens veulent pas. C'est le seul moyen de l'arrêter. Faut le tuer. Et elle va monter une team pour le faire. L'idée est, quand je voyais les tie-in arriver, je voyais ça. Je me disais putain, ça va être trop cool. Elle va remonter une Red Room. Elle va entraîner des espions avec Spider-Man, avec Hulk. Ça va être trop cool, machin. Et le plan, c'est de monter une chorale. Et de faire chanter la chorale devant Steve Rogers et d'en profiter pour le tuer. C'est à peu près ça. Hein. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et j'ai fait non. Et j'ai arrêté au deuxième. J'ai fait non, je peux pas. C'est pas possible. Comment désacraliser quelque chose, je comprends pas. À lire, très super important et super cool. Enfin, pas super important, mais tellement cool. Secret Warriors. Ouais. Avec Daisy et Moon Girl et Devil Dinosaur qui vont essayer de libérer tous les inhumains qui sont enfermés, parce que c'est un peu des voilà quoi, hein, incontrôlable pour Hydra. Il faut ce sont des mutants, des humains, des gens qui ont des super pouvoirs et qui veulent pas s'allier à Hydra, donc il faut les capturer. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, si vous voyez un rapport avec les camps de concentration, je n'y peux rien.
Donc voilà, non, faut lire Secret Warriors parce que c'est super sympa, c'est super bien dessiné. Les héros qui sont mis en avant, donc Moon Girl entre autres, sont tellement cool et l'histoire est vraiment marrante. Et puis on voit le père de Daisy, c'est assez rare pour souligner. Underground, j'en ai parlé. Brave New World, c'est marrant, mais sans plus. Je crois que je confonds d'ailleurs Underground et Brave New World. Brave New World, c'était ces trucs de série assez rapides. Et puis voilà, le reste est dispensable. Guardians, tout ça, c'est pas intéressant. C'est pas foufou. Occupy Avengers, c'est pas fou non plus. US Avengers, c'est pas terrible de base. Ça Paris, c'est ça? Entre autres, ouais. En fait, j'étais curieux parce que je le voyais à la fin dans les comics, vous avez la liste de lecture justement où ils vous recommandent de lire des trucs qui sont pas forcément tous bien. Et il y a ce truc où on voit Squirrel Girl devant la Tour Eiffel avec d'autres Avengers. C'est genre what? C'est pas terrible. C'est pas foufou de base US Avengers. Donc bon voilà. Et Ultimates 2. Voilà, c'est les mecs qui sont dans l'espace qui se sont dit hey, il y a qu'un seul mec qui peut péter le bouclier. Il s'appelle Galactus. Et si on allait le voir pour lui demander? Voilà, c'est un peu ça. Spoiler, il dit non. Exactement. Franchement, voilà, parce que c'est évoqué en 2 phrases dans le comics principal, donc voilà. Donc c'est un comics que vous pouvez récupérer pour le moment à l'unité. J'imagine que d'ici janvier ou février, il sortira en TPB ou en hardcover. J'ai pas reçu le catalogue, mais je pense que la news est déjà sortie, j'en suis sûr. Et si vous lisiez le comics de façon mensuelle, encore quelques jours à patienter, le nouveau va sortir et on saura enfin ce qui va Omega. C'est Secret Empire Omega qui va sortir. Numéro 1, alors il y a peut-être une suite en fait, je sais pas, il y avait marqué numéro 1 dessus. Il me semble pas, pourquoi? Parce que Marvel enchaîne directement avec Génération qui a déjà commencé un peu. Ouais, mais il y avait en parallèle, il y avait plein de séries qui étaient pas touchées par Secret Empire et qui continuaient. Et donc je sais pas du tout quelle forme ça va prendre. C'est comme tous les reboots où tu sais il y a des trucs qui sont touchés. C'est clair. On verra bien au début. À côté de ça, il y a les Aftermath qui vont sortir aussi, celui de Secret Warrior par exemple. Donc je sais pas ce que ça va contenir, mais j'ai hâte de les lire pour finir vraiment ça. Eh bien, merci pour ce focus. J'espère que ça vous aura donné au moins un petit peu envie de vous y intéresser. Sinon, de lire Captain America Steve Rogers, parce que c'est en tout cas les 3 premiers, j'ai trouvé ça pas mal, donc pourquoi pas y aller un peu plus loin. On se retrouve dans un petit instant après cette page de pub pour parler d'Arte. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Oh là là, le réal qui me fait des bruits parce qu'on va reprendre l'antenne et on est en train de discuter de à quel point on avait assez bien kiffé le truc de ça. 3e et ultime partie de ce 81e épisode du Comics Outcast. C'est l'heure de Hors les Bulles. Hors les Bulles, c'est quoi? C'est tout ce qui est comics mais qui n'en est pas. Donc jeux vidéo, exposition, film. Et pourquoi cette agression? Jeux, oui, séries, etc. Et films, et jeux, on a dit jeux vidéo. On a parlé d'Injustice 2 ou pas? Vous en avez parlé déjà, non? Oui, et d'ailleurs, on félicitations aux vainqueurs, voilà, bisous. Donc, ce qui touche aux comics sans en être. C'était une longue tirade pour retrouver mon document. Cette semaine, on a regardé Arte, et sur Arte, il y a ce documentaire sur l'un des auteurs des comics les plus connus, Alan Moore. Si vous ne le connaissez pas, c'est le papa de titres énormes comme V pour Vendetta, Promethea. J'aime bien mettre Promethea comme un titre énorme parce que c'est un truc qui, je pense, j'ai tellement kiffé, bisous Luc si tu nous écoutes, parce qu'il faut, ça mérite que tout le monde le lise. From Hell et bien sûr Watchmen. Et plus récemment un roman qui fait un peu de bruit qui s'appelle Jérusalem qui vient de sortir en français. Il s'agit d'un documentaire découpé en 8 parties de 5 minutes que vous pouvez regarder gratuitement sur arte.tv, même si le docu se concentre pas vraiment sur la carrière de comics d'Alan Moore, il permet quand même de rentrer un peu dans l'univers particulier de cet auteur, parce que si vous étiez comme moi et que vous saviez pas, d'une, à quoi il ressemblait, et de deux, comment il réfléchissait et comment il organisait son travail, eh bien vous allez être un petit peu surpris. Est-ce que d'ailleurs sur cette table avant moi, est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient pas Alan Moore au-delà de son côté artistique? Moi j'avais lu V pour Vendetta, Watchmen. Je savais quelle tête il avait. D'accord. Mais c'est tout. D'accord. Et toi, Zef? Je savais que c'était un original, mais au-delà de ça, je connaissais
pas vraiment l'artiste en tant que tel, et je trouve que la série d'Arte c'est bien, enfin on va en parler, mais c'est vraiment bien faite pour ça, quoi. Alors, le documentaire d'Arte ne revient pas sur qui est Alan Moore. Je pense qu'on va en profiter pour le faire un petit peu ici. Donc voilà, on a cité les grandes œuvres que vous pouvez déjà feuilleter ou acheter de ce bonhomme. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément sa façon de penser. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, le titre du documentaire, c'est Dans la tête d'Alan Moore. Et véritablement, je ne sais pas qui a organisé l'entretien, je pense que c'est écrit dans le générique. Eh bien, c'est tout simplement l'éditeur de Jérusalem. Qui s'appelle Jérôme Schmidt, et donc qui est allé à Northampton voir Moore pour réaliser ce qu'on appelle donc une web série documentaire, parce qu'en fait c'est plus précisément Arte Créative, en fait, qui est la branche numérique et pop culture d'Arte, qui est une unité de programme qui réalise ce genre de choses. Donc 8 épisodes très courts, en fait, qui sont de 5 minutes. Oui, chacun pour 45 minutes en tout. Ça se dévore assez rapidement. Donc ça faut quand même voir que ça se fait dans le cadre de la sortie de Jérusalem, parce que Alan Moore en fait avait annoncé l'an dernier, si je me souviens bien, en 2016, qu'il arrêtait les comics. C'est ça. Et donc qui sortait ce truc là, et en fait cette série documentaire, elle sert aussi quelque part à comprendre pourquoi il arrête les comics. En fait, si ça parle pas directement de ça, enfin des comics, de son œuvre, il nous donne un petit peu toutes les clés pour comprendre comment il en est arrivé à vouloir écrire des romans, tourner le dos aux comics, tourner le dos à une certaine contre-culture, aux super-héros, etc. Et donc chaque épisode va être une question différente, enfin une thématique, sa vision sur la politique, sa vision sur l'utilisation de son œuvre, les remakes, une question sur le futur, une question sur la magie, une question sur sa ville natale. Enfin bon, bref, tout ça en fait, c'est des éléments qui sont un peu clés pour comprendre toute sa carrière finalement, et puis aussi surtout pourquoi il en est là aujourd'hui. Donc là, Alan Moore, si vous ne le connaissiez pas, il a aujourd'hui une 60aine d'années, 63 si l'ivresse est comptée. Et c'est un auteur qui a été insensé. Je veux dire, aujourd'hui, il est encore révéré comme un des plus grands artistes comics de la deuxième partie du XXe siècle, sachant qu'il y en avait déjà un peu moins. Mais non, mais je veux dire, enfin, il avait la compétition. Hein, franchement, c'est quand même un. Je pense qu'il a un statut de légende aujourd'hui, même s'il est encore en vie, surtout qu'il est encore en vie. Encore heureux qu'ils soient encore en vie. Je sais pas comment dire. Continue. Et ce que je voulais dire, c'est que un de ses talents, c'est de d'écrire de façon assez lourde, de façon assez. Et donc il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, beaucoup de gens qui de l'autre côté lui ont apprécié justement ce dévouement à l'écriture et à l'explication. Donc dans ces comics, Watchmen, From Hell et compagnie, c'est des murs de texte, d'accord. Et c'est tout à fait, enfin c'est vrai, quand on connaît un peu cet aspect-là de cet artiste, cet auteur, on comprend mieux pourquoi il est parti vers le roman, parce que bon, c'est quand même plus naturel. Après bon, je pense que il y a des gens qui ne peuvent pas écrire de romans parce que c'est pas dans leur nature, et que l'illustration c'est quand même une autre façon de narrer les choses. Mais c'est très intéressant d'étudier, enfin pas d'étudier, mais en tout cas de parler du fait qu'un mec qui pendant 40 ans a écrit plein de comics ultra cultes se dise non, en fait non, je vais passer à autre chose. Je pense qu'on va aussi puis après je laisserai la parole aux autres, mais en fait je crois que le truc c'est qu'il adore écrire, il adore s'écouter aussi, il se trouve super intelligent, tu vois, et ça, enfin on a le portrait quand même d'un mec qui est un peu spé, c'est assez fascinant. Je vais donner assez rapidement moi l'impression que ça m'a donné cette série. J'ai eu la sensation, ce que je disais tout à l'heure, d'écouter mon tonton, avec tout le respect que j'ai pour lui. Tu vois, c'est un mec qui est fascinant quand il parle, et tu vois, il adore parler, il adore capter l'attention de tout le monde, et quand tu l'écoutes, t'es assez captivé par ce qu'il dit. Il raconte bien, ça a du sens, tu comprends exactement ce qu'il ressent et pourquoi il pense ça, et t'es happé par son truc. Donc c'est un storyteller, quoi, tu vois. Et Alan Moore, il crée cet effet-là.
Par contre, quand tu réfléchis 2 secondes et qu'il te laisse le temps, enfin qu'il y a ferme 2 secondes et que tu prends un moment pour réfléchir, tu te rends compte qu'en fait c'est un vieux réac, tu vois, c'est un gros con quoi. Ouais. Parce que, enfin, là par moment, Alan Moore, il est quand même à la limite du sophisme. C'est-à-dire qu'il s'écoute tellement, il est tellement dans son truc et tout, qu'il fait des raccourcis énormes, il construit sa mythologie, tu vois, aussi. Donc il aime bien détailler pourquoi il pense les choses, mais aussi, pendant ce moment-là, il t'en fume pas mal, quoi. Et, si t'y réfléchis un petit peu, il y a des moments, il y a des grands écrans de fumée. Cependant, c'est très intéressant. Zef, j'avais pas Adrien. Non, mais je suis assez d'accord avec Adrien sur l'idée, mais je trouve que le format en fait de l'épisode sert 5 minutes sur une question assez précise de ce qu'il pense de la politique, de la magie, de ce genre de choses, fait que ça donne vraiment l'impression de sophisme, justement, de je m'écoute parler, je suis le grand connaisseur de tout, et si vous m'écoutez pas, vous êtes un peu finalement le produit marketing du reste, quoi. Et en fait, je trouve que le format fond complètement dans ce truc-là et te donne vraiment cette impression-là. Et je serais vraiment curieux d'entendre une autre forme d'interview. Il y a un truc qui est passé il y a pas longtemps, justement, sur France Inter. Voilà, et je l'ai pas encore écouté, et je pense que ça peut être super intéressant d'avoir une autre vision. Ça fait la même chose, hein. Ça fait le même effet. Enfin, tu vois, il arrive quand même, je veux dire, c'est pas un effet de montage. Tu vois, justement, quand tu dis c'est des questions un peu précises, etc., je pense que c'est plus qu'ils ont regroupé par thème ce qu'ils disaient, bien sûr, pour créer des unités. Mais non, en fait, après il rôde son truc, tu vois, il connaît son discours. Je pense que c'est à peu près le résumé. Ça doit être un peu l'essence de son livre aussi, quoi. Ah oui, non, j'en doute pas une seconde, mais il a tellement de points où il est intéressant sur. Enfin, je prends l'exemple c'est le premier truc qui frappe quand on commence le documentaire, c'est justement la reprise de ses œuvres au cinéma, où il dit que. Enfin, il prend l'exemple de V pour Vendetta, que j'ai pas lu du tout, que j'ai pas vu non plus, où il dit, voilà, le gars lui dit, ouais, vous êtes finalement l'essence, enfin, l'incarnation de tout ce qui est aujourd'hui, comment il s'appelle, ces activistes? Anonymous, voilà, parce qu'ils auront pris votre masque de V pour Vendetta, et finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Et la première chose qu'il dit, c'est, ils ont repris le masque d'un film qui est à la base de mon bouquin, un film que je n'ai pas vu, que je refuse de voir, et dont j'ai demandé à ce qu'on enlève mon nom au montage, enfin au générique. Et le gars, il te donne. Salut, c'est Jean-Michel Cascouille. Voilà, il te donne le ton direct et dit, je suis la représentation d'un groupe auquel je n'adhère pas et que j'ai jamais voulu comprendre ou donner. Alors que ce groupe-là est quand même le groupe réact et anticonformiste que lui se donne à la base. Tu vois l'idée un peu, et je trouve ça complètement fou en fait. C'est aujourd'hui, il critique. En fait, il arrive à être plus anarque que les anarches. C'est ça en fait, et c'est l'élite de l'anarchisme. Et en fait, le gars, je respecte complètement son idée, hein, mais le gars, il dit finalement. Le comics, moi j'ai écrit des comics pour être anarchiste, pour montrer comment la culture, le marketing et la société étaient pourris, et comment voilà, c'était à contre-courant quand moi j'en ai fait, et aujourd'hui le marketing a repris tout ça, a repris ce contre-courant pour lui et fait du contre-courant un effet marketing. D'ailleurs, il est mouche en une phrase à peu près quand il dit mais il court pour acheter un masque qu'ils achètent à une grosse corporation. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est ça, ils touchent pas de sous sur les masques, pardon, donc et c'est complètement fou en fait. Et le mec, il est justement, quand il parle de ces trucs, il dit, moi, le fait de me prendre la tête pour ces films, pour ces adaptations, j'ai perdu des amis, et c'est des bouquins aujourd'hui, mes propres œuvres que je n'ai pas chez moi et que je refuse d'avoir. Ouais. Le mec, il est poussé à bout, va quoi. C'est le mec qui assume totalement ses positions et qui va voilà, jusqu'à perdre des relations amicales. C'est presque un effet de style en fait. C'est le mec, t'as l'impression qu'il veut ça. Il veut qu'on prenne son œuvre, qu'on la pousse à bout pour pouvoir dire, en fait, j'en veux plus. Vous l'avez dénaturé parce que vous l'avez marketé, vous l'avez survendu. Mais mec, ton œuvre à la base. Il a vendu les droits quand même. Oui, mais enfin, je sais pas, je trouve ça fou, en fait, comme idée. À la base, t'as fait de ton œuvre un courant marketing qui t'a rendu un peu célèbre et riche dans l'idée, tu vois. Enfin, c'est vraiment, à contre-courant tout le temps en fait, et je trouve ça génial. C'est la plus, tu sais même pas
qu'est-ce qui a généré? Est-ce que c'était l'envie d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est l'envie de succès? Est-ce que c'est l'envie de passer un message? Et derrière, quoi qu'il arrive, on a ces trois trucs qui arrivent, donc le succès, l'argent et la qualité. Et derrière, il prend ce qu'il veut et après voilà, il le jette. C'est comme fou, quoi. Il y a des auteurs comme ça qui refusent de vendre leurs droits parce qu'ils disent voilà, vous allez dénaturer mon œuvre et je veux qu'elle reste telle qu'elle. Et ça, on peut les comprendre. Mais ils sont pas fric dessus du coup. Voilà. C'est qu'en fait, il passe entre le côté vieux sage, super intelligent, fascinant, au vieux con aigri que tu dis. Enfin. Dans la même phrase. Non mais ça, c'est dans la même phrase et. Il y a des moments où tu fais ah ouais et puis après tu dis mais t'es vraiment con quoi. Sa vision des nouveaux films de super-héros qu'il déteste mais à un point où pour lui tous les derniers films Marvel c'est à cause d'eux que Trump a été élu. Ouais. Quand il t'explique ça, c'est le sophisme dont je parlais. Exactement. Où il fait l'espèce de raccourci, il dit mais regardez Trump a été élu pile comme par hasard l'année où il y a 6 films de super-héros au box-office et tu dis mais c'était sérieux là? C'est ça. Et le Brexit, hein. Trump et le Brexit. Ah oui, et le Brexit, oui. Mais c'est assez fascinant parce que il est là face caméra, tu le vois en gros plan, il te parle, il t'explique les choses. Du coup, t'es vraiment fasciné. Je pense que le montage joue beaucoup là-dessus. Moi, j'étais là, il est génial et tout. Tu l'écoutes, c'est Papy, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est même plus que Papy, c'est un espèce de sage, de vénérable, tu vois. C'est un anti-gourou, en fait. Ouais, une sorte d'anti-gourou. Non, puis tu vois que c'est un puits de culture et que, bien sûr, tu vois, tu sens qu'il y a plein de choses dans sa tête, il étaye ses choses et tout ça. Ouais. Et puis, il a des analyses qui sont assez fines sur la mondialisation, sur les contre-cultures. Moi, il y a un truc qui m'a frappé sur la disparition des contre-cultures et donc il repart en fait un petit peu des années 50, 60, 70 où tu vois, il dessine un portrait qui est super beau à la fois de la naissance de la science-fiction, enfin de l'essor de la science-fiction, ou un endroit où tout le monde savait se projeter dans un futur, tu vois, où on imaginait des voitures volantes, où on imaginait les invasions extraterrestres, etc., etc. Et puis après sur la musique, tu vois, il dit tous les 3 ans il y avait un nouveau contre-courant avec le glam et puis le punk, etc. Et puis en fait après il dit une fois qu'on était dans le futur, en fait on n'a pas su faire grand chose d'autre que de répéter le 20e siècle et donc finalement d'arrêter de se projeter, d'arrêter d'innover, etc. Et c'est là où il fait le pont avec les comics. En gros, il dit tout le monde a choisi de rester dans une forme d'infantilisation où on volait tous nos super-héros de notre enfance et tout. Et en fait, on cherche des protecteurs et du coup, on arrête d'aller de l'avant. En fait, tu vois, il dit ça, t'es assez captivé, puis en même temps, t'as envie de te dire, mais mec, enfin. Juste, c'est pas parce que tous les 3 ans il y a plus de nouveaux styles musicaux, ce que personnellement je regrette effectivement, mais va sur internet si tu veux aller voir un peu des contre-cultures. C'est juste que t'y vas pas parce que t'aimes pas ça et tu vois, il chouine, il dit on voulait des voitures volantes, on a eu 140 caractères. Je trouve c'est quand même de la grosse provoque, tu vois, à 2 balles parce que non, des voitures volantes on en a pas. Cela dit, on va avoir Hyperloop bientôt et ça pour le coup personne n'y pense. Enfin bon bref, tu vois. On va avoir quoi? Hyperloop ou bref, on a des Tesla ou j'en sais rien. Enfin, Elon Musk son tunnel pour aller super vite. Enfin, il y a tu vois, c'est quand même aussi un peu faire des raccourcis énormes, quoi, et dire que le futur il n'existe plus, etc. C'est un peu un discours de vieux monsieur, quoi. Tu vois. En même temps, il sort pas de sa ville, quoi. Oui, c'est ça. À côté de ça, comment est-ce qu'il explique ça? Un des trucs qui m'a choqué, c'est que voilà, il est enfermé dans sa ville à Northampton et c'est pour lui le centre du monde, c'est là où se passe toute sa vie, parce qu'en fait, il est sorti un jour de sa ville et il y a une tornade. Alors du coup, il est revenu, il y reste parce qu'il a peur que s'il part. Oui, mais il y a eu 2-3 événements pareils, je crois. À chaque fois qu'il expliquait, à chaque fois qu'il sortait de sa ville, il y avait un événement qui faisait que sa ville allait être détruite. Et donc en fait, il s'est dit, ça doit être le centre du monde. Parce que voilà, à chaque fois que y a des trucs graves qui se passent quand moi je pars. Mais je pense que ça fait partie du personnage. Je pense pas qu'il y croit vraiment en fait. Mais après du coup il défend ça, enfin en disant que du coup il est contre le voyage. Lui ce qui l'intéresse c'est les gens, voilà, ceux qui sont autour de nous, il s'intéresse à eux, savoir qui c'est, et que c'est mieux en fait que de partir voyager. Qu'en fait il y a une histoire de verticale et d'horizontale quand il explique ça. De 4 dimensions aussi. Hein. De plusieurs dimensions. En gros quand tu voyages tu t'es que à l'horizontale alors que lui il voit dans toutes les dimensions. Enfin il est un peu étrange sur ce côté de voyage, des frontières et tout ça, il est un peu bizarre. C'est marrant parce que effectivement il part d'un truc complètement random et superstitieux, que voilà, son absence crée des problèmes, mais derrière en fait ça le permet de connecter beaucoup mieux avec l'humain et que peut-être que ça lui donne une meilleure vision de ce
que sont les relations. Et est-ce que c'est ça qui fait que ces comics, les BD et les romans qu'il écrit sont de qualité supérieure? Ça se trouve, Jean, sa folie, c'est un génie en fait. Ah mais c'est sûrement le cas. Mais c'est pour ça que je disais que c'est un anti-gourou, le gars. C'est que il a tout ce qui fait qu'un gourou est un gourou. C'est que voilà, il a cette façon de parler qui captive. Il a des idées vraiment fascinantes et intéressantes et précise vraiment du monde qui l'entoure et de comment il devrait être et quel est le bien, quel est le mal et ainsi de suite. Il a une grande barbe, hein, comme tous les gourous. Et en fait, il est anti-gourou parce qu'il dit grosso modo, je veux pas de followers, quoi. Je veux pas des gens qui soient comme moi. Je veux être unique en mon genre et je suis unique parce que je suis ce que je suis. Ça, il a un compte Twitter fermé. Génial. Personne peut se connecter, mais il balance des trucs dessus. C'est ça qui est fou. Et son idée, j'aime beaucoup le dernier épisode. Je peux un peu mieux en parler parce que je l'ai vu avant qu'on enregistre. Là, c'est le dernier qui me manquait, mais sur la magie. En fait, il explique que la magie pour lui existe dans le sens où la médecine c'est de la magie finalement, parce que on est venu des premiers soins à comprendre le corps, comment il fonctionne, et finalement on est arrivé à le guérir d'une certaine façon avec d'autres choses que nos simples mains, quoi, avec d'autres produits. Il parle de la chimie qui était avant de l'alchimie, qui était quelque chose qui était pourchassé et puni par l'Église. Enfin, tu vois, il y a tout un truc comme ça, et j'ai un peu le même ressenti sur ce genre de choses quand on parle de croyances en dieux divers et variés et de miracles qu'on attend d'eux en fait. Tu te dis en fait le miracle que t'attends d'un dieu, c'est pas une lumière qui vient du ciel sauver ton enfant, c'est juste que ton enfant soit sauvé parce que la science fait en sorte que ton enfant soit sauvé. Et en fait, finalement, c'est une forme de miracle, c'est une forme de magie qui est là en fait. Et je trouve que sa vision là-dessus, elle fonctionne complètement. Par exemple, juste sur le monde. Qui donnons un autre nom à quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas possible, qui finalement arrive par des moyens détournés, par des moyens extérieurs. Et enfin, je trouve ça fantastique en fait dans l'idée. Adrien ? Non, mais du coup, parce que je pense qu'on peut parler pendant longtemps de tout ce qu'il raconte et tout, et je vous invite plutôt, parce que là, ça fait un peu spoiler, je vous invite plutôt à regarder, à vous faire votre avis. Moi, pour conclure, et je dis ça de façon complètement impartiale, pas parce que je travaille à Arte Créative, je trouve que je trouve que le format est chouette, en fait, c'est une mini-série comme ça se regarde super bien, ça se consomme, un peu comme vous voulez, et puis je trouve ça assez bien réalisé, assez propre, et du coup espèce de forme d'interview qu'on n'est pas une. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ça m'a bien plu, je trouvais ça assez propre. Vraiment ça qui pense, c'est intéressant d'aller déjà un personnage aussi coloré que lui. Je sais pas si l'interview fauteuil traditionnel avec le journaliste qui pose des questions serait passé. Je pense que ça aurait été un moment très désagréable pour le journaliste et pour nous. Bah sur France Inter, il a dû le faire, j'imagine. Bah du coup, je suis curieux, je vais l'écouter aussi. C'est le podcast BD là ? Non ? Ok. C'est autre chose. Il y a eu un nom à tabou violent. On trouvera sur internet, on vous mettra. Non mais c'est sur France Inter, je crois, c'est un truc comme ça. On verra bien. J'ai un doute, bref. Mais pour répondre à Adrien sur le côté montage et web série documentaire, ça, c'est complètement génial. L'idée est cool. En fait, tu te laisses happer par le truc facilement. C'est court, c'est précis, c'est rapide, c'est intéressant tout de suite. La première phrase, ils ont une façon de. Pour ça, je disais que le montage est vraiment cool et tout est bon, quoi. Le cadrage, la façon de prendre les images, c'est un très très bon moment et ça s'enchaîne tout seul. Dernière chose à ajouter ? Non ? Eh bien, nous allons pouvoir revoir la sous-préfète et conclure cette 81e émission. On a quand même fait 2 références à la Cité de la Peur aujourd'hui, je crois. À quoi ? À la Cité de la Peur. Non, je sais plus. Si, il y en a 2, ouais. C'est la fin de cette émission. On va dire merci à nos chroniqueurs. Merci Zef. Merci à toi Eric. De rien, merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve ? De quoi quand tu me parles ? Eh ben, on est fin septembre, donc on retrouve à la librairie en PLS sous le bureau de comptoir des gens qui demandent leurs livres 3 semaines après que les cours ont commencé parce qu'ils connaissent pas l'âge de leur enfant ou leur classe ou le nom de leur livre alors qu'ils ont reçu toutes ces informations en juin. Donc à ces parents-là, je leur dis franchement, surveillez un peu vos enfants et occupez-vous d'eux, ce serait cool. Mais en fait, ce que je pense que je veux dire, je peux pas le dire à l'antenne. Mais voilà, occupez-vous mieux de vos gosses, s'il vous plaît. Sur une grande antenne, diffusée à une heure de grande écoute. Exactement. Milliards d'auditeurs. Bande de merde. Et la... Putain. Quoi ? Non, oui, on te retrouve où, toi ?
Moi Ouais. Ici, c'est bien, pas mort, non sur Tu sais plus. Allez, on sait. si. Sur la ligue des joueurs ordinaires, du Ouais. sur Radio Gawa. Que j'ai écouté pour la première fois. Ouais, merci, putain, ça fait plaisir. Et sur peut-être les chuchotements bientôt. Oui, peut-être. Peut-être, On en sûrement. reparlera On en plus tard. reparlera bientôt. Nivrae, donc pas Hélène, il n'y a pas d'Hélène dans cette émission. On te retrouve où? Alors, on sera vers la mi-septembre. Donc, je pense qu'on me retrouve sur le podcast des Netflixers. Mais oui, c'est tellement bien. C'est mon fan numéro 1. D'accord, C'est il beau, faudrait que j'écoute aussi. Sur le mini-cast de Pras, on aura peut-être le temps d'en enregistrer un depuis. Ok. Et puis, pas encore sur le reste, mais bientôt. Oh, c'est vrai qu'elle nous avait déjà teasé il y a quelques semaines. Et toi, à bientôt. Et toi, Adrien? Ouais. Où te retrouve-t-on? J'ai pas d'actu. Si il y a dans le dernier, à la réal du dernier C'est cool c'est quoi. Ouais. Où je dois avoir C'était quoi le thème déjà? au moins 2 ah oui, mais maintenant je peux le dire. C'est sur les sports issus de fiction. Putain. En l'occurrence, le Quidditch et les combats de sabre laser. Trop bien. Et ben ouais, C'est super intéressant. C'est super bien. Et moi, vous me retrouvez @chocotube_ek avant que je change sur Twitter et les réseaux sociales. Nous, on Ça fait donne longtemps que rendez-vous. t'as pas changé. Ouais, mais c'est parce que en fait j'aime bien dire ça. On se retrouve le lundi 2 octobre, donc dans pas si longtemps finalement. Et Ce sera mon anniversaire. Ah non, 24 heures sur 24 en téléchargement, un streaming podcast sur le site de radiokawa.com dans la rubrique culture et art. Et je dois le dire ici, mais je peux pas trop en dire, pas parce que je veux teaser, mais surtout parce que j'ai pas plus d'infos. Nous serons à Cergy dans les Yvelines, ou le Val d'Oise plutôt, le samedi 7 octobre 2017. Je me souviens plus à quelle heure. On va mettre plus d'informations sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à nous sur suivre. mon agenda, j'ai noté le 8. samedi 7 octobre à C'est exactement ce que animation j'ai dit. à Cergy de 8h à 20h. À 8h à 20h. Putain, faut se C'est réveiller tôt. long. Ah, mais c'est ce que j'ai grande. vu aussi. J'ai la bloqué journée. sur mon Voilà, agenda. j'ai la journée au cas où, mais je pense que c'est vers midi, 11h, un truc comme ça. Sinon, retrouvez toutes les informations à propos de tous les titres dont on a parlé sur le site de Radio Kawa, et ainsi que les informations sur ce petit événement auquel vous êtes bien évidemment conviés. On vous apprécie toujours autant, on vous dit à bientôt. Oui, non, parce que des fois, je aime un peu moins les autres que sauce. Ouais. Non, je déconne. Non, mais c'est parce qu'on les a vus maintenant. C'est ça, on sait à quoi ils ressemblent. Franchement, On sait qu'ils ont un grand cœur et qu'ils sont trop géniaux. déjà, et franchement, il y a du BG dans l'Outcastos, hein. Pas moi. Allez, Vous pouvez pas faire un apéro quand je suis là et quand je suis pas parti en c'est ton GN. problème, mec. Bientôt, C'est ton Non, mais problème. chier. Claire, c'est ta Ton faute. problème. Il s'est On peut super prévoir sympa. ça pour 2018 et que moi j'aurais pas de T'as GN. raté une Ils avaient foule des de comics. nanas qui scandaient ton nom, quoi. Ah ouais, Putain, c'est pas vrai. Putain, Ah, c'est Gêne, pas on avait trop envie de faire vrai. des trucs avec lui, Ah, mais non. c'est pas vrai. C'est Ah pas ouais, vrai. non, c'était sympa, ils avaient des trucs à raconter. L'accueil du bar était ok. Alors que moi Mais- j'étais en GN, putain de merde, là, faites chier. On leur a Mais même en fait, offert de c'était bien, hein. l'alcool. Oui, C'est vrai, sérieux? c'est fait offrir des shots d'alcool Et pour il y a eu les des cadeaux? derniers. Il y a eu des cadeaux? De la part des auditeurs. Tellement de certains. comics à se répartir entre nous. Putain. Oui, voilà. Jaloux. On a échangé, on a Et vous n'avez même pas gardé, bande de salauds. Si, j'ai un truc à te montrer après. Ah, mais c'est pour ça que Ketrus il est pas là, il est malade, il a bu trop d'alcool. C'est ça. Ah, eux, Captain Bouya, Ou alors on peut continuer à parler pour faire plus de ça. Ouais. To the point.